Bonjour et bienvenue sur Motion Meet. Dans cet épisode, j'ai pu échanger avec Julie Maubé, qui est motion designer et aussi un petit couteau suisse créatif dont elle aime explorer sur plusieurs supports. Je vous laisse donc ouvrir votre application Instagram et aller chercher son travail sur sa page Julie MBE ou bien Julie Maubé. Je pense que ça trouvera aussi sa page comme ça. Dans ce podcast, on a parlé de son parcours et de son arrivée dans le monde du motion. On a aussi parlé de ses aventures, de ses voyages et de comment son année sabbatique lui a permis d'explorer aussi bien pour préciser ce qu'elle voulait faire elle dans le futur, ou de travailler sur des projets un peu qui lui faisaient plaisir, sur du mapping, ou encore travailler avec un de ses artistes préférés, Oli, de Big Flo et Oli. Enfin, nous avons aussi discuté de son présent avec son travail dans le studio Not Real. C'est un podcast bien rempli, et si vous voulez suivre toutes les news liées à Motion Meet, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram. Je vous laisse avec Julie. Ciao. Bienvenue sur Motion Meet, bienvenue Julie, je suis vraiment très content de te recevoir. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, ça va bien. Petit disclaimer que je fais dès maintenant, si parfois je cherche mes mots ou je parle en plusieurs langues, c'est normal parce que je parle pas français toute la journée et du coup des fois je mélange un peu et je sais qu'en France on n'aime pas trop quand on fait du franglish ou des trucs comme ça. Mais voilà, ça peut m'arriver parfois de chercher mes mots, mais Aucun sinon tout va souci. très bien. Et toi, comment ça va? Moi ça va bien. Là, un petit mois de décembre assez tranquille, donc je suis plutôt content. Ça fait un Ouais. petit repos là. Même si ça fait bizarre, tu te sens un peu coupable, tu sais, quand tu es en semaine et que tu travailles pas trop. Ouais, alors j'aimerais bien dire la même chose, mais ouais, c'est bientôt les vacances, c'est la dernière semaine, et cetera et après tu vas voir au mois de janvier, on va tous repartir, on sera tous C'est ça. surchargés de travail. J'espère. Du coup, Julie Maubé, pour ceux qui te connaissent pas et qui veulent aller sur Instagram pour rechercher un peu ton taf, etc. Toi, tu touches un peu à tout, mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, qui t'ont jamais vu, qui t'ont jamais parlé? Comment ça, on me connaît pas? Mais franchement, quelle honte! Donc moi je m'appelle Julie Maubé, j'ai 26 ans, je suis née en 99, donc je suis née au siècle dernier. Ouais. Je suis motion designer, artiste, muraliste et aventurière. Donc je suis plutôt spécialisée en motion design, en, projection mapping ou vidéo mapping, on l'appelle comme on veut et en fresque murale. Ça s'entend pas beaucoup quand je parle, mais je viens de Toulouse, donc si je dis rose et chocolatine, tout le monde va me tomber dessus. Et actuellement, j'habite à Madrid depuis quelques mois parce que j'ai eu une opportunité pour rejoindre le studio Not Real à Madrid. Et voilà. Et donc, depuis quelques mois, j'habite là-bas. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un d'assez créatif. J'aime bien faire plein de trucs, en général assez coloré. De manière générale aussi, plutôt en mouvement et souvent dans l'espace public. Voilà. Ok. ¿Y qué tal la vida en España? Ah, todo bien. Es Todo un poco bien. difícil. Mes collègues ils vont se dire: «Mais pourquoi elle se met à parler en espagnol tout d'un coup?» Et oui, au final, on va se transformer en motion Ouais, meet en espagnol. exactement. Non, ouais, ça va, ça te plaît l'Espagne, les gens, tout ça, Ouais, c'est cool. c'est très cool. En fait, ça va leur faire bizarre s'ils m'entendent parler espagnol parce qu'on en parlera un peu après, mais à notre île, en fait, la plupart, 90 des gens sont pas espagnols, sont argentins et en Argentine, on parle pas du tout le même espagnol. Pour faire une comparaison, c'est comme si tu avais des bases en français, que tu apprenais le français, mais que tu déménageais au Québec. Donc Ouais. c'est toujours du français, mais un français très différent. Et ben l'argentin, c'est pareil, c'est très différent, donc c'est très compliqué quand du coup, parce que moi j'apprends l'espagnol et en même temps j'apprends l'espagnol argentin, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais sinon, c'est très bien. Bon, je te dirais pas qu'il fait beau parce que aujourd'hui, il fait pas beau, mais non, franchement, c'est très cool la ville à Madrid. On en parlera un peu plus tard, mais moi j'ai vécu à Paris aussi avant. Et c'est une capitale, c'est très grand, mais c'est plus agréable à vivre que Ça Paris. reste taille Et humaine, quoi. ouais, un peu plus, et il y a quand même pas mal de choses à faire, et cetera. Donc c'est Ouais. très, très cool. Pour le moment, ça me plaît bien. Donc, Bon, bah, c'est chouette ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment t'es tombé un peu dans le motion, comment t'as commencé, et puis peut-être après on va aller un peu plus vers le monde professionnel, etc. ouais, alors, j'ai un parcours classique sans être classique. C'est que moi, j'ai de la chance depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu un ordinateur à la maison. Alors,
gens plus jeunes que moi, ils vont trouver ça très bizarre. Ouais. Mais à une époque, alors je suis pas si vieille que ça, il n'y avait pas de Pour les Minitel, gens du chez siècle moi. dernier. C'est ça, tout le monde n'avait pas d'ordinateur chez soi et avait pas forcément la possibilité de s'y intéresser, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui s'y intéressait déjà, etc. Donc, j'ai toujours eu un ordi à la maison. J'ai eu accès raisonnablement, hein, c'est-à-dire que je n'y avais accès que quand mes parents voulaient que j'y ai accès. Et du coup, j'étais assez vite en train de bidouiller sur les ordis parce que j'avais cette possibilité-là. Et quand j'avais 9-10 ans, quelque chose comme ça, j'ai une amie à l'école qui m'a pas. Alors, ça va être très bizarre ce que j'ai raconté. Mon amie, elle m'a parlé d'un jeu vidéo auquel elle jouait en ligne qui s'appelait Poney Academy. Je, Wow, je, stylé ça. je Ça a l'air t'aime pas le incroyable. lien, quoi, parce que le jeu n'existait plus. Mais c'est ridicule, hein, mais c'était un jeu voilà, pour les enfants où il fallait juste que tu prennes soin de ton poney. Et pourquoi je raconte tout ça, c'est que sur ce site, il y avait une partie forum. Et en fait, moi, Ok. j'ai découvert un peu tout le monde d'Internet grâce à ce forum. Je sais qu'il y a plein de gens, notamment les garçons, qui ont découvert le graphisme et tout par rapport à Minecraft, les jeux vidéo, etc. Ouais. Moi, c'est aussi grâce aux jeux vidéo, mais grâce à un jeu de poney. Et en fait, sur ces forums, il y avait un peu de tout et il y avait notamment une partie un peu graphisme où les gens ils s'amusaient à faire les bannières web. Là. Je me souviens plus très bien à quoi ça servait. Je t'ai envoyé un lien, c'est moche hein, franchement, ça date 2010, un truc comme ça. C'est très très moche ce genre de truc. Mais du coup, j'ai un peu découvert ça comme ça. Et C'était sur quoi? Photoshop? Paint? alors non, j'ai fait un peu de paint comme tout le monde. Tu sais, tu fais trois. Ouais, En les petites plus, maisons, le soleil, ouais, c'est avec ça. des lunettes de Le, soleil. le Paint de mon époque, c'est le Paint de 98, de XP 98. Donc, c'est pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus fonctionnel. C'est pas incroyable, mais c'est plus fonctionnel. Avant, tu pouvais rien faire dessus. Et en fait, moi, j'ai grandi dans une famille où mon papa, du coup, il aimait beaucoup de base l'informatique, etc. Mais il était déjà assez logiciel libre et tout. Donc, chez moi, j'avais Windows XP. Mais on s'en servait très peu. Avec mon frère, on s'en servait un peu pour jouer, mais on était surtout sur Linux. Donc tout ce qui était Photoshop et tout, j'avais pas accès parce que la suite Adobe elle n'est pas dispo sur Linux. Et puis à l'époque, bon, j'étais trop jeune pour réussir à craquer Photoshop. Et, euh, et je me voyais mal aller voir mes parents et leur dire bonjour, je voudrais acheter Photoshop, qui à l'époque était pas en abonnement, donc ça coûtait extrêmement cher. Et du coup, moi, j'ai découvert ça, le graphisme avec GIMP. Donc, je voyais tous les gens sur le Ok. forum, tu sais, faire des bannières sur Photoshop. Et moi, j'étais sur GIMP à essayer de refaire les mêmes choses, etc. Et en parallèle, j'ai un grand frère qui, lui, s'était mis à Blender. D'accord. C'est toute la famille. Hein, et ouais, donc lui, il s'était mis un peu à Blender, etc. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à baigner dans le monde un peu du graphisme et tout par les logiciels libres et j'en suis très reconnaissante parce que c'est gratuit, il y a toute une communauté derrière, etc. Et donc voilà, j'ai un peu commencé comme ça et franchement à l'époque, je te montrerai pas de photos de ça. Déjà, je les ai pas sur moi, mais à l'époque, je prenais des images de trucs que j'aimais bien. Genre à l'époque, j'aimais bien Naruto. Je prenais les images que je trouvais sur Internet, donc euh, absolument pas libre de droit. Mm. Évidemment, je les collais sur GIMP. Et après, j'avais la baguette magique et je m'amusais à changer les couleurs, à mettre des textures et tout. Une sorte de photomontage et Ouais, tout ouais. horrible, bien évidemment. Ça faisait parler de ta créativité, quoi. Voilà, j'avais 10 ans, hein, il fallait bien commencer quelque part. Et donc j'ai fait ça pendant des années. En fait, je m'étais mise comme ça. Il y avait plein de forums qui ouvraient parce que au début, j'ai commencé sur Poney Academy, quel beau site qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Et en fait, je me suis fait un peu des potes comme ça en ligne et chacun ouvrait un peu son forum et tout. Et moi, j'avais fini par tomber un peu plus sur des forums axés graphisme. Et c'est un Ouais. peu comme ça que je suis tombée dedans. Et en fait, avec les années, ça s'est un peu développé. Et mon frère, il continue à faire beaucoup de Blender. Et il en parlait matin, midi et soir. Donc, j'ai un peu fait un rejet de la 3D. J'étais là, je Ouais. ne veux pas entendre parler de ça. Ça m'agace. Il en parlait tout le temps. Et en même temps, il a commencé à aller à des ateliers Blender à Toulouse. Alors, j'ai plus le nom Ok. c'était un groupe, c'était le premier en France, et après, il y en a d'autres qui se sont ouverts. C'est un nom particulier, j'ai oublié,
Blender quelque chose. Et donc, tous les week-ends, il allait faire du Blender avec ses potes. Et à Toulouse, il y a un shop. Ouais, franchement, génial. Et c'est là que tu te dis que Blender, c'est les logiciels libres. Pour ça, tu as une communauté qui est incroyable. Et à Toulouse, il y a un festival qui s'est monté qui s'appelle Capitole du Libre. Capitole parce que la mairie à Toulouse s'appelle Capitole et Libre parce que les logiciels libres. Et en fait, chaque année, c'est des conférences, des ateliers sur les logiciels libres, mais de manière générale. Hein. Ça peut, il y a des trucs de graphisme, mais il y a des trucs de serveur, des trucs pour tout et n'importe quoi. Et en fait, moi, j'y suis allée pendant des années parce que mon frère il y allait. Il a même fait une conférence, bravo à lui. Un jour, ça sera moi, peut-être, qui sait. Et en fait, j'y allais chaque année. Et du coup, j'ai découvert un peu plus Blender. J'ai écouté alors que je comprenais absolument rien, mais au moins j'ai appris des trucs. Ça m'a permis de découvrir Grease Pencil parce que c'était il venait de lancer Grease Pencil, donc ça devait être en 2015, un truc comme ça. C'est un studio qui s'appelle l'Effet Spécial, le jeu de mots, l'effet, effet quoi, et spécial, voilà. Et ils ont bossé sur un court-métrage ou un long-métrage de Michel Oslo, celui qui a réalisé la Kirikou. Ils ont fait un court-métrage en utilisant Blender, Krita et notamment Grease Pencil. Et du coup, j'avais découvert ça et moi, je me disais, ben voilà, Blender, c'est de la 3D, mais on peut faire des 2D dedans. Donc, bon, aujourd'hui, je suis pas capable de faire grand-chose sur Blender, mais c'est toujours dans un coin de ma tête d'apprendre ça. Ah ouais, c'est resté là. Et j'ai aussi découvert Krita. Krita, c'est un peu comme Photoshop, mais c'est beaucoup plus axé dessin. Et en vrai, aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé. Tu peux faire des storyboards dessus, tu as un peu des versions animées, etc. Et j'ai rencontré un artiste qui s'appelle David Revoy. Vraiment quelqu'un à aller suivre. C'est un mec qui n'utilise que des logiciels libres. Il a une BD en ligne. Et il a un Patreon comme ça où on peut le suivre et tout. Et il fait ça depuis des années, contribue beaucoup, que ça soit sur Blender, Krita, etc. Et c'est vraiment un mec adorable. Et voilà, du coup, j'ai un peu commencé comme ça. Et quand j'ai été en fin de collège, en troisième, je savais déjà que je voulais faire du graphisme et tout. De base, j'étais quelqu'un de créatif. Je me voyais mal continuer dans des études hyper généralistes parce que j'étais très, très bonne élève. Hein, je pouvais aller à peu près où je voulais. Mais j'avais pas envie. J'ai un grand frère qui a fait S. Mon frère, il était certes passionné de Blender, mais il avait un rêve en tête et tout. Lui, c'est plus le scientifique de la famille. Moi, je suis la créative de la famille. Et j'ai décidé du coup de partir en arts appliqués. Donc, j'ai fait un bac SCD2A, sciences et technologies du design et des arts appliqués. Je pense que ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui. C'est un des rares bacs qui n'a pas changé de nom parce que je sais que S, L et compagnie, ça a changé. Et en fait, quand tu arrivais en seconde, c'était toujours une seconde générale, mais t'avais, au lieu d'avoir les options d'économie ou je sais pas quoi, moi, j'avais juste une très grosse option d'art appliqué. Et j'avais de la chance, c'est que il y a très peu de lycées en France qui font ça. Je crois qu'il y en a 52, un truc comme ça. Et à Toulouse, il y en a 2. Et j'ai été acceptée dans celui que je voulais. Donc ça, c'était très cool. C'est un peu le lycée artistique de Toulouse. Et du coup, je suis rentrée là-bas et j'ai fait ma seconde. Après, j'ai fait ma première et ma terminale, donc en bac art appliqué. Le bac art appliqué, c'est un bac où tu découvres les 4 grands domaines du design. Donc, tu as design graphique, design de mode, design d'objets et design d'espace. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est que à l'époque, voilà, j'ai l'impression d'être si vieille quand je dis ça, de 26 ans. Ouais, en fait, c'est que quasiment tous les diplômes que j'ai aujourd'hui, ils n'existent plus. À l'époque, quand tu voulais faire des études de graphisme et tout, tu pouvais faire un BTS. Et pour accéder à ce BTS, il fallait soit avoir fait art appliqué, soit avoir fait une mana. Et sauf que la mana, c'était réputé, une mise à niveau, c'était réputé d'être hyper compliqué. Et puis moi, je me voyais pas faire 3 ans de général et tout. Donc j'ai fait art appliqué pendant 3 ans. Et à partir un peu de la première, on commençait déjà à nous parler des portes ouvertes, notamment des portes ouvertes dans les écoles à Paris, etc. Et il y a une fille qui était dans la classe au-dessus de moi, donc en terminale art appliqué, qui, elle, voulait aussi faire du graphisme. Et c'est elle, à un moment, on a discuté, elle voulait aller à Gobelin. Et moi, dans ma tête, Gobelin, et c'est connu pour ça, c'était que de l'animation. Et en fait, Gobelin, c'est pas du tout ça. À la base, c'est une école de photo.
Aujourd'hui, c'est toujours une école de photo. Ils sont connus pour l'animation, mais ils ont toute une partie graphisme, que ça soit graphisme print, graphisme plus design interactif et motion design. Et du coup, elle commence à me parler de ça. Et moi, j'avais pas très envie d'aller à Paris. Ça me... C'est sûr, à Toulouse, je pense que tu étais bien. Bah ouais, j'étais bien chez moi. En fait, j'avais pas envie d'aller à Paris parce que je savais dès le départ que ça me correspondait pas plus que ça. Et quand tu viens de Toulouse, Paris, c'est le bout du monde et c'est quand même très différent la vie parisienne du reste de la France. Et le seul truc, c'est que à Toulouse, j'aurais pu rester parce que le BTS que j'ai fait, qui s'appelait BTS Design Graphique, option communication et médias numériques, il y avait une option print, mais moi, je ne l'ai jamais de la vie. Moi, je voulais faire du web, donc numérique. Sauf qu'en fait, le BTS public à Toulouse, il était dans mon lycée. Et je voulais pas. Quoi. Ouais, ça se comprend. J'ai un pote qui est resté, mais moi, j'étais là, non, moi, je veux changer. En plus, je venais déjà de Toulouse, donc j'avais pas envie de continuer. J'avais envie de vivre autre chose. J'avais 18 ans, je voulais voler de mes frères. Aventurière, t'as dit que c'était une aventure. Et voilà, exactement. Bon, c'est vrai que l'aventure à Paris, c'est un peu une aventure, c'est vrai. Et puis surtout, le BTS à Gobelin, il était en alternance. Donc, en fait, c'était monter à Paris, mais ne pas payer mes études et surtout avoir un salaire. Parce que, bon, je pense que tout le monde est au courant, Paris, ça coûte extrêmement cher. Et en fait, moi, déjà, base, il était hors de question que je fasse une école privée. Je voulais pas demander à mes parents de me payer 10 000 € l'année. Et plus la vie à Paris, etc. Et en fait, j'ai fait un peu un tour de France de tous les BTS. Et avec ma mère, comme ça, on s'est un peu déplacé à droite à gauche. Et à Paris, on a fait les portes ouvertes 2 années d'affilée. Et Gobelin, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Et du coup, j'ai été prise. Et à l'époque... Chouette, ça. Ouais, franchement, je pense pas qu'il écoutera ce podcast, mais Thierry, si tu écoutes ce podcast, merci. C'était un de mes profs. Merci, Thierry. Voilà, Titi, mais quel amour ce prof. Je l'ai eu quand j'ai passé mon entretien pour Gobelin. Et en plus, il avait fait ses études à Toulouse. Donc, bon, moi, j'étais à la paradis. Commun, directement. Voilà, c'est ça. Tout est axé dans ma vie, tout est axé autour de Toulouse. J'adore ma ville. Pour moi, c'est la meilleure ville de France. Il n'y a pas de débat. Et ouais, à l'époque, je voulais faire plus du web. Du coup, comme j'étais sur les forums et tout, j'avais un peu appris à bidouiller du code. Franchement, c'était du HTML, mais vraiment basique, de chez basique. Mais j'étais capable, sur un code, de changer 2-3 trucs. Et en fait, j'avais un peu cette envie, je voulais faire du web. Et en même temps, cette fille-là qui était dans mon lycée, elle m'avait dit qu'elle voulait faire Gobelin, le BTS, et après qu'elle voulait aller en motion. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le motion. En fait, j'ai mis un nom dessus parce que je connaissais déjà le motion, comme en fait tout le monde, mais je savais pas ce que c'était. Et mon souvenir le plus vieux du motion, c'est lié à la musique. Moi, j'ai découvert le motion grâce à la musique. C'est mon premier souvenir. C'est Mika, Relax, Take It Easy, son clip vidéo. C'est mon premier souvenir de motion. Et quand j'étais gamine, je regardais beaucoup sur W9, là, il y avait tous les trucs de musique qui passaient, tous les clips. Et il y en avait beaucoup, c'était des clips animés ou c'était des lyrics vidéo, des trucs comme ça. Et en fait, ça me fascinait. Moi, je me disais, mais toujours, comment ils font et tout. Et il y a comme ça, il y a Mika qui m'a marqué, mais ça, c'est sorti en 2007. J'avais 8 ans. Donc ça m'a vraiment marqué. Et quand j'étais au lycée, il y a plusieurs trucs. Il y a Shape of You de Ed Sheeran qui est sorti. Et il y a il a un clip, mais il y a aussi les lyrics vidéo qui sont animés. Ça, j'adorais. David Guetta aussi, il en a fait beaucoup. Et un autre, c'est Big Flo et Oli. Ils ont fait une chanson qui s'appelle Le Cordon. Et moi, je me disais, comment ils ont fait ce truc? C'est du stop motion, c'est pas du motion, c'est du stop motion. Et mais à l'époque, je savais pas, etc. Et du coup, j'ai un peu découvert comme ça, grâce à cette fille qui était dans mon lycée. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais aller à Gobelin, je vais faire du graphisme, après, je vais faire du motion, etc. Et j'avais déjà un peu commencé à bidouiller. Et à l'époque, j'apprenais le motion grâce à Motion Café et tuto.com. C'est vrai. Du coup, les gars de Motion Café, quoi. Voilà. Merci Grégory. J'ai suivi. Je me souviens d'une vidéo très précise. Tu avais un truc de food, là, les food trucks. Et il fallait animer ça et tout. Je m'en souviens très, très bien. Parce qu'à l'époque, je parlais pas anglais. Donc, Andrew Craner et compagnie, je connaissais pas. Moi, je connaissais que les trucs.
Ah ouais, j'étais incapable, hein. Vraiment, j'avais un niveau d'anglais ridicule. Et du coup, j'ai découvert ça comme ça. Et je finis mon lycée, etc. Et là, je pars à Paris pour faire mon BTS, du coup à Gobelin. Et en même temps, j'étais en alternance dans une agence de voyage. Euh, oui, ça c'est rigolo quand tu te dis que j'aime bien voyager. et Vraiment, et le destin. bah voilà, c'était le destin. Et là-bas, j'étais graphiste et web designer. Je faisais des bannières pour le site web principalement et les newsletters. Donc, je faisais un peu de code, etc. Et du coup, j'ai un peu découvert la vie à Paris et notamment la quantité de musées. Parce que s'il y a bien un truc que je veux bien admettre à Paris, c'est qu'il y a l'offre culturelle est énorme. Si Ouais. t'aimes pas un truc, ben c'est pas grave, tu vas dans un autre musée et tout. À Toulouse, il y a des choses, mais il y en a pas autant qu'à Paris. Et en plus, quand tu es étudiant ou que tu as moins de 25 ans, ce qui n'est plus mon cas malheureusement, tu payes pas les musées. Et du coup, Ouais. bah, en fait, je pouvais faire autant de musées que je voulais. Et il y a eu un moment, je crois que c'était en 2018, à La Villette, il y a eu une exposition je sais pas si c'est un collectif ou c'est peut-être un studio qui s'appelle Team Lab. C'est C'est de des mapping. Japonais. Ouais, et c'est des Japonais et ils ont fait une exposition qui s'appelait Au-delà des limites. Et en fait, Ouais. mais c'était vraiment hyper immersif. C'était une grande, grande pièce. En plus, c'était pas juste un cube, quoi. T'avais des reliefs et tout. Il y avait une sorte de cascade. Quand tu t'approchais, la cascade, elle était autour de toi et Interactif, tout. ouais. Ah ouais, c'était incroyable pour ça. Et en fait, j'ai grave kiffé. Je me dis, mais moi, j'ai envie de faire des trucs comme ça. Mais bah, je savais pas comment ça s'appelait. Tu vois, déjà, j'avais découvert le motion. Et j'étais là, bon, ça, c'est de l'animation, mais qu'est-ce que c'est, etc. Et là, à peu près la même année, il y a l'Atelier des Lumières qui est ouvert à Paris. Ouais. Aujourd'hui, il y en a plusieurs en France. Et la société qui gère ça, elle s'appelle Culture Espace. Et en France, il y en a trois. Il y en a un à Bordeaux, un à Paris et un au Beau-de-Provence. Et après, il y en a un peu partout. Il y en a à Amsterdam, à New York, etc. Et c'est la plupart des expos. Au début, c'était très artiste peintre, etc. Il y a eu Van Gogh, il y a eu Monet, Ouais. etc. Maintenant, ils font plein de trucs, les pharaons, la lune, etc. Et moi, ça m'a permis de rentrer un peu dans le mapping et tout, de me dire, mais c'est ça que je veux faire. C'est vrai. Ah ouais, mais j'attends l'idée et tout, vraiment, c'est ça que je veux faire. Et donc, je continue mes études et tout, j'ai mon BTS, et moi, je savais que je voulais faire du motion. Donc, tu te dis, bah, elle est déjà à Gobelin, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va aller en motion à Gobelin. Eh ben, j'ai été refusée. Mince. Trop sympa. Donc, bah, il a fallu trouver un plan B. J'avais un plan B, hein, j'avais pas juste mis Gobelin, etc. J'étais première sur la liste d'attente. En fait, les gens, ils Ah, sont c'est vrai. passés et tout. Et il restait une personne. Il aurait suffi d'une seule personne qui se désiste et j'aurais eu ma Désiste, ouais. place. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Comme quoi, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, ça m'empêche pas de kiffer mon travail. Du coup, bah, je suis partie, je suis restée à Paris, je suis partie de Gobelin et j'ai fait l'école multimédia à Paris. J'ai fait un diplôme de motion pendant un an. Honnêtement, je ne recommande pas plus que ça. C'est pas le feu du dieu, quoi. Franchement, Ok, c'est noté. ouais, je sais pas si je peux trop bitcher sur les écoles, mais bon, au bout d'un moment, il faut être honnête, Je c'était pense que pas c'est là. bien de donner son ressenti. Après, Ouais. bon, bah, forcément, c'était il y a combien? 2 ans, 3 ans? Oula, beaucoup plus. Attends, j'ai pris mes notes, c'est 2019-2020. Ok, bon, bah, c'était il y a 5 ans, 5, 6 ans. Voilà. Ça a sûrement évolué, mais Ouais, 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 ouais. j'espère. Voilà. Puis après, bon, en un an, tu deviens pas un as du motion non plus. Et en même temps, j'étais en alternance dans une agence de com. Parce que du coup, j'ai continué en alternance, hein. J'étais là, quitte à Ouais, ne tu pas m'étonnes. payer mes études, continuons à ne pas les payer. Et surtout en gagnant de l'expérience, etc. Donc, j'ai été dans une agence de com pendant un an. Je faisais à la fois du motion et à la fois du montage vidéo. Parce que Ok. mon tuteur, il était beaucoup plus axé vidéo que motion. Donc, j'ai fait ça pendant un an. Et à la fin, j'ai retenté Gobelin et j'ai Ouais. de nouveau pas été prise. Euh, Ah, mince. alors, je pense qu'il y a un contexte, c'est que c'était en 2020, c'était en plein Covid et tout. Et quand j'ai passé Ouais. l'entretien, moi, je voulais vraiment faire du mapping, mais genre mapping, mapping, mapping. Et sauf qu'en fait, c'était pas l'année, quoi, parce que le mapping, c'est de l'événementiel, etc. Et en fait, bah, ils m'ont un peu dit à Gobelin, tu vas galérer à trouver une alternance, etc. J'ai pas été prise. Euh, mais ce qui est assez rigolo, c'est que une des personnes qui m'a fait passer l'entretien pour Gobelin, c'est devenu mon collègue 2 ou 3 ans plus tard.
Ah, c'est vrai? Comme quoi, le monde est tout petit, tout le monde se recroise à un moment ou à un autre. Et du coup, bon, quand j'étais en licence, je me suis dit, je vais faire un master. Et à l'époque, je suis partie à l'ISA, que tu connais bien. Ouais, je Euh, connais un petit peu, ouais. j'ai fait un master en DA, option média animé. Voilà. Et du coup, j'ai continué en alternance. J'étais dans une autre agence de com. Et il me semble que c'est l'année où on s'est rencontrés, parce que tous les deux, on s'est rencontrés au Motion Plus Design. Et ça va parler à certaines personnes parce que ça m'arrive très régulièrement. C'est juste là, je connais ce mec, je connais cette tête, mais je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est avec un pote, on est allé te voir, etc. Et c'est un petit mot que si je peux dire aux gens, allez à tous les festivals que vous pouvez, etc., qui soient gratuits ou payants et tout, Ouais. rencontrer des gens, etc., parce que vous savez jamais où ça peut vous mener. Voilà. Quoi, 4 ans plus tard, ben, elle me retrouve sur le podcast. Donc, comme quoi. Du coup, j'ai fait ma petite année à l'ISA, ça se passe bien, etc. Et le truc, c'est que ça faisait 4 ans que je faisais d'alternance et j'avais jamais eu l'occasion de faire d'Erasmus, de partir à l'étranger, etc. Parce que quand t'es en Ouais, je alternance, comprends. t'es bloqué en France, quoi. C'est normal, t'as un travail, etc. Et ça se fait beaucoup en école de commerce et en école d'ingé. C'est ce que mon frère a fait justement, à faire une année de césure entre tes 2 années de master ou entre ta licence et ton master. Et moi, je suis allée voir l'administration à l'ISA. C'était mon plan dès que je suis rentrée à l'ISA. Je leur ai dit à l'entretien directement. Je leur ai dit, moi, entre mes 2 années de master, je veux m'arrêter. Je veux faire une année de césure. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis partie en stage à l'étranger parce que j'avais envie de découvrir un peu la vie à l'étranger, etc. Et en plus, je parlais pas très bien anglais non plus. Du coup, je m'étais dit, bon, c'est l'occasion de vraiment m'améliorer parce que j'ai souffert, hein, pour apprendre l'anglais. Vraiment, j'ai souffert. Ouais. Et, Du et coup, du t'es coup, parti où? alors, je suis partie pendant 6 mois à Amsterdam. Je travaillais dans un studio de motion qui s'appelle Kingdom of Something. Enfin, je dis Ok. qu'il s'appelle, mais en fait, ça a fermé il y a quelques temps, donc il s'appelait. Ouais. Mais c'était, franchement, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Au-delà du travail, où j'ai appris beaucoup de choses parce que c'était la première fois que j'étais dans un studio, tu sais, que de motion. Donc, je faisais que Hmm. ça tout le temps. C'était trop bien, j'apprenais plein de choses et tout. Et tous les gens autour de moi, ils faisaient que du motion. C'est pas comme, tu sais, quand t'es en agence de com ou in-house. Voilà, ça y est, ça commence. Je sais plus comment on dit. Oui, Quand ok, t'es en plus d'émotion en interne, Ouais, c'est quoi. ça. Voilà, là, il y avait, on parlait que de ça. J'avais pas de trucs de stratégie, de marketing, je sais pas quoi. Ok, je comprends. Les Et bullshit, là, à droite, à gauche, là. j'y comprends rien, moi, tous ces trucs. Donc, je suis là, ouais, je suis juste animer des trucs. Et ouais, j'ai beaucoup, beaucoup appris, voilà, sur le monde du motion, mais aussi sur moi et ça m'a vraiment aidé parce que en fait, j'étais entourée que d'étrangers. Je vivais un peu dans une bulle où mon Hmm. coloc aussi, il était motion designer. Ok. Mon, mon collègue de travail, Gauthier, si tu passes par là, cœur sur toi, vraiment un amour, ce mec, c'était aussi mon voisin. Enfin, bref, je vivais dans une petite bulle, etc. Et ça m'a vraiment donné confiance en moi et me dire, OK, je suis capable de le faire. J'ai progressé en anglais comme pas possible. Mon ancien patron, il te dirait que la première semaine, je disais pas un mot. En même temps, je comprenais pas grand-chose, j'allais pas parler. Et la dernière semaine, je me la fermais jamais, je faisais que parler. Donc, quoi? Et ouais, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai rencontré plein de gens, etc. C'était vraiment une expérience de fou. Et j'aurais pu rester, continuer mon stage, etc. Sauf que moi, mon projet, c'était quand même de faire plusieurs stages à l'étranger. Ouais. Et donc, je suis restée là-bas 6 mois. Je suis rentrée pendant un petit mois en France. Et après, je suis partie à Barcelone, où là, j'ai fait un stage dans un studio de mapping. Parce que ça Trop continuait bien. dans ma tête, etc. J'ai dit, je veux faire du mapping. Et donc, je suis partie pendant 4 mois dans ce studio. Et là, j'ai bossé sur un peu de mapping. Il y a un projet, je l'ai mis dans les notes. J'ai bossé sur un projet. Alors, en français, ça s'appelle la fête des rois. C'est un peu Ok. les rois mages et tout. En fait, en Espagne, je le vois en ce moment là, Noël, c'est important, mais eux, ce qui célèbrent surtout, c'est le 6 janvier, c'est l'arrivée des rois mages, etc. Et c'est hyper important. Et le studio où je travaillais, en fait, à chaque 6 janvier, ils faisaient un mapping dans une ville à côté de Barcelone. Et donc, tu avais tout un mapping. Et à un moment, tu avais les rois mages qui arrivaient, ils faisaient un petit discours, etc. Et donc, il fallait faire une Hmm. boucle vidéo pour pas, pendant qu'ils parlaient, etc. Donc, je me suis occupée de tout là-dessus. C'était trop bien. J'ai fait toute la DA, l'illustration, l'animation et tout. J'étais totalement libre. Donc, ça, c'était très cool. Dommage parce que j'ai pas pu le voir en vrai.
Ah, c'est vrai, On mince. ouais, mais on m'envoie Il y une a des petite vidéos. photo. Ah, Ouais, quand voilà, même. j'ai une vidéo, j'ai une petite photo et tout, donc je sais à quoi ça ressemblait quand même. Et j'ai fait de la VR aussi, donc en français, c'est de la réalité virtuelle. Ouais, Tu sais, avec les casques et tout, là, on a tous l'air ridicule, mais j'ai appris plein de trucs. Je me suis améliorée en 3D aussi. On a fait je sais pas si c'est toujours dispo, au musée du Barça à Barcelone. Donc, ouais. tu as le stade de foot et il y a un musée. Il y a une époque, tu avais une expérience en VR où tu pouvais te Ok. balader comme si tu étais un joueur de foot. Tu rentrais dans les vestiaires, etc. Tu choisissais ton personnage, etc. Et du coup, on avait bossé là-dessus. Donc, ça m'a mis un premier pied dans le monde du mapping. Et je continue ma petite vie et tout. Et là, l'année se termine, l'année scolaire. Et il faut rentrer à Paris parce que j'ai un master à terminer. Mhm. Et du coup, je rentre à Paris. Là, c'était en 2022. C'était un peu la fin du Covid, etc. Ouais. Et il fallait trouver une nouvelle alternance. Et là, j'ai trouvé une alternance dans un studio de mapping qui s'appelle Olimage, qui est à Montreuil, donc juste à côté Ok. de Paris. Et je suis restée là-bas pendant 1 an. Et là, j'ai fait plein de trucs, des mappings architecturaux sur des façades, à l'intérieur d'un théâtre. Voilà. Et on a bossé sur une exposition. Et ça, c'est un truc assez fou. Tout est lié à Toulouse, tu vas comprendre. Le premier jour, un de mes patrons, il arrive, il me regarde, c'est Julie, tu connais le Quai des Savoirs? Et déjà, rien que cette phrase, j'ai rigolé. Il me dit à Toulouse. Je dis bah oui, parce que je viens de Toulouse et c'est un musée qui est à, je sais pas, 15 minutes de chez moi, quelque chose comme Ouais. ça. Ok. Et en fait, c'est un musée de sciences et chaque année, en fait, ils font une grosse exposition. Ils ont une exposition par an. C'est pas un musée avec une expo permanente. Et cette année-là, l'expo, c'était feu, méga feu. Donc, c'était sur le feu en général, comment ça a révolutionné l'humanité, etc. Les dangers que ça peut, voilà, si tu fais brûler ta cuisine, bon, pas très cool, etc. Et ils voulaient rajouter, en plus de cette expo, une partie sur les méga feux. Et les méga feux, c'est les gros, gros feux, là, qui en Ouais. Australie, aux États-Unis, etc. Nous, on en a des feux en France, hein, bien évidemment, mais ils sont pas aussi massifs que en Australie ou aux États-Unis, par exemple. Et en fait, on a imaginé une expérience immersive. C'était dans un tunnel, ça faisait 17 mètres de long et 5 mètres de haut, je crois. Et en fait, on projetait sur une façade à l'intérieur du tunnel où ça expliquait ce que c'était les méga-feux, leur origine, les conséquences, qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi pour lutter contre ce phénomène, etc. Et pour moi, c'était incroyable parce que je suis arrivée dans le projet, on venait de gagner l'appel d'offres. Donc, en fait, j'ai tout suivi de A à Z parce que quand j'étais à Olimage, en fait, j'étais à la fois motion, mais aussi DA. Ouais. Et donc Ok. là, je fais le storyboard, etc., les designs, l'animation. J'étais pas toute seule. Hein. J'ai pas fait 15 Ouais. minutes de vidéo toute seule. Mais c'était trop bien. Et puis, à un moment, j'ai pu aller aussi me rendre sur place. Parce que du coup, à un moment, je suis rentrée à Toulouse, ils m'ont dit, bah, tu peux aller voir, etc. Une autre fois, je suis allée voir les calages aussi, parce que du coup, quand tu fais du mapping, on en parlera un peu plus tard, mais c'est pas juste, tu donnes la vidéo au client et c'est fini. Il faut la mapper, Ouais, l'adapter à la j'imagine. surface de projection, etc. Et donc ça, c'était vraiment génial. Tu vois, j'ai vu tout le process du début à la fin. Et pour moi, le mieux, c'est que quand l'exposition elle a ouvert, j'ai eu droit à des places pour y aller. Et j'y suis allée en famille Trop bien. et notamment avec mes grands-parents. Et alors là, c'est génial en fait de pouvoir dire à tes grands-parents, bah tu vois là, ce que tu vois, c'est moi qui l'ai fait. C'est Mon ça. travail, c'est ça. C'est ça le Et motion design, d'accord? c'est ça. Et en plus, j'ai dit, bah, c'est dans un musée et tout. Donc, franchement, c'était génial. Et puis, même quand je me baladais dans Toulouse, il y avait les affiches pour l'expo un peu partout, même sur les Ah, trop Vélib. bien. Sur les Vélib à Toulouse, tu peux avoir de la pub dessus. Et à un moment, j'ai pris un Vélib, c'était celui de l'expo. Moi, je trouvais ça génial. Tu vois, je suis partout dans Toulouse, j'adore. T'as pris une petite photo avec ou quoi? T'as essayé Oui. de le garder avec toi ou pas, ce vélo? Non, non, non. Mais j'ai une photo devant à côté du Vélib. Et dans mon téléphone, j'ai quelques photos de l'affiche un peu partout dans Toulouse parce que Ouais. forcément, tu es un peu cher. Bah, à Olimage aussi, on a bossé, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle la Cité de l'Histoire. C'est à Paris, c'est à la Défense. Sous l'Arche de la Défense, en fait, il y a un musée sur l'histoire en général. De temps en temps, ils font des expos immersives. Il me semble qu'à une époque, il y a eu une expo sur Victor Hugo, sur Notre-Dame de Paris, mais je dis peut-être des bêtises. Et nous, la note, c'était sur les mousquetaires.
Et, Ok. et du coup, bon, moi, j'ai fait quelques trucs là-dessus et j'ai notamment fait le logo de l'expo. Et, Ah, et du coup, on a fait l'affiche et tout. Chez moi, j'ai une tasse avec le logo de l'expo parce que je l'ai acheté avec mes propres sous. Je me dis, ça me fait un souvenir. Et pendant une semaine, tu avais des affiches placardées dans le métro. Donc, ok. j'en ai trouvé une. J'ai emmerdé mes potes. Je me dis, on descend à la station de métro et tout. Je vais faire des photos de cette affiche. Donc, j'ai une magnifique photo de moi devant mon affiche géante dans le métro à Paris. Et pour l'anecdote, quand je suis partie de l'image, mon dernier jour, j'ai piraté, entre gros guillemets, l'ordinateur de mon patron. Je l'ai juste allumé et je lui ai changé son fond d'écran pour cette photo de moi devant l'affiche. C'était mon petit cadeau d'adieu. Ça l'a bien fait rire, j'espère. Et Stylé ça. voilà, J'espère. c'était. Bah, normalement, oui. Euh, et, euh, et voilà, c'était le petit moment assez fun. En fait, quand tu as un métier comme le motion, où souvent c'est en ligne, Ouais, tu vois pas beaucoup ton travail dans la vraie vie. C'est pas comme si tu fais du bien sûr. print, les brochures et tout, tu les as physiquement. Donc quand tu vois ton travail, entre guillemets, en vrai, avec tes propres yeux dans la rue, etc., bah, tu es content, tu fais des photos, etc. Ouais. Et voilà, ça c'était ma première année, enfin, ma dernière année d'études. Et l'année se termine. Et ça, on parle de fin 2023. Et, et en fait, j'aurais pu faire le schéma classique de dire, bah, tu trouves du travail. Et bah, moi, j'ai dit non. J'ai dit, je ne veux pas trouver du travail. Après Ça avoir doit eu fait. assez de toutes ces années d'alternance. Ouais, je dis, oh là là, franchement, ça y est, déjà l'âge de la retraite. Hein, j'avais 24 ans, je dis, ah, c'est beau, j'ai assez travaillé. Non, en fait, après avoir fait une année de césure, bah, je me suis dit, je vais faire une année sabbatique. Parce que bah, justement, en fait, j'ai fait 5 ans d'alternance et 1 an de stage à l'étranger. Et en fait, je me suis jamais trop posée. Ouais, Parce que l'alternance, c'est génial, mais en fait, c'est quand même très intense parce que tu fais ta journée de taf, tu rentres chez toi, tu dois bosser pour les cours. c'est Bah, les clair. semaines où tu es en cours et tout, bah, tu bosses dans la journée, le soir, etc. Et puis moi, derrière, je bossais aussi pour moi, où je faisais des projets perso, etc. Donc, je faisais souvent 2 ou 3 journées dans une seule. Et j'avoue, j'étais un peu frustrée de ne pas avoir plus de temps que ça pour mes projets perso et tout. Et Ouais, du coup, je comprends. j'ai dit, bah, en fait, j'ai de l'argent de côté parce que j'y avais réfléchi à mon année sabbatique depuis des années. Déjà? Ok, Ouais, ouais. bien En ça. fait, à la base, la toute base, je voulais juste partir en Islande parce que c'était mon rêve absolu. Donc, je m'étais dit, je vais économiser pour ça. Et au final, je me suis dit, bon, ben, je vais un peu plus étendre, etc. Et j'avais la chance aussi de pouvoir retourner chez mes parents. C'est que j'ai déménagé de Paris, je suis retournée chez mes parents, donc j'avais plus de frais. Papa, maman, si vous écoutez ce podcast, merci. Parce que je pense que j'aurais pas pu, en fait, sans mes parents, parce que bah, voilà, j'avais pas de loyer et tout, donc Je c'était comprends. génial. Et du coup, j'ai décidé que je prenais 1 an à la fois pour voyager, parce que j'avais plein d'aventures que j'avais envie de vivre, il y a plein de choses que je voulais faire. Et je voulais pouvoir partir loin, longtemps, etc. Et en même temps, j'avais envie d'avoir du temps pour moi et du temps pour mes projets perso et de me dire, mais en fait, si toute la journée, j'ai envie de peindre sur un skate, et ben toute la journée, je peins sur un skate. Si demain, j'ai envie d'animer un personnage toute la journée, ben je fais que ça. Et en fait, Ouais, voilà, d'avoir une liberté absolue, encore plus que quand tu es freelance, hein, vraiment la liberté de faire ce que tu veux. Mais c'est clair. j'avais organisé mon année. On se Ouais, rappelle, Julie, très organisée. J'avais un peu tout découpé. Je m'étais dit, bah, pendant 3 mois, je fais que de l'illustration. Pendant 3 mois, je fais que de la 2D. Pendant 3 mois, je fais que du CKD, etc. Pour me dire comme ça, je progresse un peu parce que sinon, j'allais m'éparpiller. On en parlera, mais ouais. je fais plein de choses et en fait, à la fin, j'aurais Ah, rien moi, ça t'a fait. permis de voir un petit peu tout, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment envie de tester plein de trucs et tout. Puis j'avais plein d'envies. Je voulais pas faire que du motion. Je voulais aussi, je sais pas, peindre sur des skis, des snows. Bon, ça, je l'ai pas fait. J'ai peint que sur un skate. Ouais. Tant mieux Après, pour c'est un peu mes le budget parents. ski et snow, quoi. Bah, en fait, bah, la planche de skate, je l'ai pas payée parce que c'est une vieille planche de skate de mon cousin. Mais Ouais, sinon, tu sais, t'achètes des planches déjà usagées et juste tu les ouais, repeins, etc. Le ski, le snow, je l'ai pas fait. J'aurais pu, mais c'est aussi après, t'en fais quoi? Ça prend de la place, quoi. Alors, un snow, objet de déco. ouais, ouais, ben mon skate, chez moi, c'est un objet de déco, tu vois, mais c'est plus Ouais, petit. Le, ouais, le snow, t'en fais 10. Mes parents, ils m'ont regardé en mode, bah, tu les mets où, tu vois? Et, ouais.
Et ouais, donc j'avais vraiment envie de faire plein de trucs. J'avais envie de développer mon univers et d'avoir de la liberté de faire un peu ce que je voulais, de voilà, voyager, des fois être chez moi, bosser sur des projets, passer du temps avec ma famille aussi, parce que bah, en vivant à Paris et en ayant ma famille dans le sud, un peu plus compliqué. Et en même temps, pendant cette année-là, c'était pas vraiment prévu, mais je suis devenue freelance parce que un jour, je reçois un message sur Instagram qui n'était pas un scam, parce que quand c'est bien écrit et tout, tu comprends direct que c'est pas un scam, d'un mec qui Quand tu ne bosse. poses pas juste 5 euros pour faire un Ouais, truc, c'est tu ça. comprends que c'est pas un scam. Ouais, c'est ça. Franchement, petit conseil, quand vous voyez des messages, c'est mal écrit ou je sais pas quoi, vous supprimez direct, vous prenez pas la tête, perdez pas de temps avec ça. Si c'est bien écrit, machin, vous répondez. Si vous dites j'ai pas Ouais. de budget, vous dites non. Mais sinon, là, c'était hyper correct et tout. Et c'est un mec qui travaille dans une dans une boîte de prod qui me dit, bah voilà, on a besoin de quelqu'un pour un projet, etc. Est-ce que tu es dispo? Ça commence la semaine prochaine. Je n'avais pas de statut, je n'avais rien du tout. Et tout. Et un peu la panique à bord. Alors, j'ai tout réglé assez vite. Bon, les statuts, j'avais un peu vu ça à l'école, mais pas si bien que ça, parce que malheureusement, c'est Ça pas un s'oublie. Ouais, et puis on n'apprend pas hyper bien non plus. Ça, c'est Non. un peu un reproche que je peux faire à l'école, c'est que bah, t'apprends, mais c'est très sommaire, quoi. C'est un peu déconnecté Ouais. de la réalité du métier. Et, Ouais. j'ai dû apprendre à faire un devis, une facture et tout. Et là, je veux dire un gros big up à Vincent Renaud, qui est d'ailleurs passé dans le podcast, qui m'avait fait un big Ouais. up, donc je lui fais un big up. Je lui envoie un message et je lui dis, mec, je comprends rien, cette histoire de facture et tout. Genre, je savais des grandes lignes, mais tu es toujours un peu stressé, tu sais pas trop ce que tu fais et tout. Et ben, tu sais quoi, il m'a envoyé une de ses factures. Comme ça, j'ai juste eu à copier. Directement. Voilà. Trop Et bien ça. parce qu'il me dit, envoie ton mail, je t'envoie une facture. Putain, mais mec, t'as un amour. Et t'as fait payer du coup la facture qui t'envoie? Non, non, il m'a pas fait J'ai une payer. facture pour toi. Ne 500 balles. ne lui donne pas des idées. Euh, et, euh, et ouais, du coup, j'ai bossé sur ce projet, ça a duré à peu près une semaine. Et en fait, le client de la boîte de prod, c'était Ubisoft. Ah ouais. Donc, mon premier client, en théorie, c'est Ubisoft. Et j'étais à what? En fait, c'est pour Just Dance. Moi, ce que je savais pas, c'est Ok. que pour moi, Just Dance, c'est un jeu sur la Wii là, qui date de quand j'avais 10 ans et tout. Et en fait, ça continue. Et ils font des mises à jour assez régulièrement avec les chansons actuelles et tout, mais ils font des thématiques. Et là, la thématique, c'était Y2K. Et du coup, il fallait faire une vidéo dans ce style-là, etc. Et voilà, donc ça a duré une petite semaine et tout, mais c'était mon premier client, sans l'avoir cherché, Stylé. etc. Parce que, en fait, pendant cette année sabbatique, je voulais pas faire du freelance à temps plein. On en parlera un peu après, mais c'était pas mon objectif. Mais je m'étais dit, s'il y a des opportunités cool, je vais pas dire non. Si c'est vraiment juste anime mon logo pour 100 balles, bah non, en fait, je préfère Ouais. aller faire du surf en Indonésie qu'animer ton Je logo comprends. pour 100 euros, en fait. Et en fait, pendant cette année-là, du coup, j'ai bossé pour Ubisoft. Après, j'ai bossé pour une des agences de com où j'ai fait mon alternance de besoin de quelqu'un. Bah, d'ailleurs, c'est Vincent qui m'a donné le boulot. Décidément, Ouais. il est partout. C'est incroyable. Et, à la fin de cette année-là, donc c'était fin 2024, mon troisième client, c'était mon client de rêve parce que c'est Oli, de Big Flo Oli. Où voilà, j'ai bossé pour lui, on en parlera un peu après, mais c'était voilà, mon année sabbatique, c'était beaucoup de hauts et de bas. Il y a eu des très très bas, mais il y a aussi des très très hauts parce que je me suis Ouais. retrouvée à travailler vraiment pour mon client de rêve et c'était pas prévu, etc. Et c'était assez fou. Donc, je finis ma petite année et tout, je fais mes petits voyages à droite à gauche, je vis plein de trucs géniaux. Et après, je me dis, bon, bah maintenant, c'est bien mignon, mais le compte en banque, il se remplit pas plus que ça. Et j'adore mes parents, mais bon, la liberté me manquait un peu. Et je me Tu dis, bon, m'étonnes. il faut commencer un peu à commencer un peu dans la vie active, etc. Et j'ai commencé à chercher du travail. Et comme beaucoup de gens, ben, en fait, c'est dur. Mentalement, je trouve que Ouais. c'est très, très dur de trouver du travail parce que tu passes tes journées à envoyer des mails, t'as pas de retour. Et en vrai, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je comprends les studios, c'est qu'ils reçoivent tellement de mails tous les jours
qui peuvent Ouais. pas répondre. Et je comprends. C'est juste, de ton côté, c'est frustrant parce que tu envoies beaucoup de mails et tu n'as jamais de réponse, etc. Et fin décembre, il y a un studio qui poste une annonce sur Instagram comme quoi ils cherchent un animateur ou une animatrice junior. Et voilà, il faut postuler, machin, etc. Je postule, bah, j'ai pas de retour directement, j'attends. En même temps, je continue à postuler à droite à gauche. Et puis, un beau jour, j'ouvre ma boîte mail et là, je vois proposition d'entretien, notre île. Et franchement, il aurait fallu filmer ma tête parce que je crois que j'étais assise, mais sinon, je serais tombée. Parce qu'on en parlera un peu plus tard, je pense, mais notre île, c'est un des meilleurs studios de motion, selon moi, dans l'industrie. Et te dire que tu as une opportunité avec eux, c'était fou. Donc, j'ai passé les entretiens et j'ai été prise. Et là, je me dis, ah ouais, tu commences ta carrière, mais dans le top du top, quoi. Et C'est clair. Et après, ça impliquait beaucoup de choses. Donc, c'était passer en CDI, déménager en Espagne, etc. Mais voilà, du coup, je suis à notre île depuis avril et j'ai déménagé en Espagne en juin. Ah, c'est bien, on a vraiment tout ton parcours là depuis. Ah là, depuis le début, depuis Poney Academy jusqu'à Depuis notre Poney île. Academy jusqu'à notre île, c'est parfait. C'est parfait. Là, on a un peu toutes les bases, on sait d'où t'es parti. Maintenant, on va voir un peu comment, on peut plus expliquer, un peu plus en profondeur tout ça. Du coup, quand on voit, moi, tout à l'heure, là, je suis allé sur ton fil Instagram et je vois plein de choses, quoi. De la 3D, de la 2D, de la typo, du motion, de l'illustration, du mapping, des trucs dans des musées, des fresques, etc. Comme tu disais tout à l'heure, tu t'es pris une année un peu pour toucher à tout. Mais comment est-ce que tu définirais ton style maintenant? Oh, la fameuse question. La fameuse question qui fait stresser, là. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment un style? Est-ce qu'on arrive à poser des mots dessus? Je sais pas trop. Je sais que les gens, avec le temps, et notamment après mon année sabbatique, ils ont commencé à me dire un peu que j'avais un style. Est-ce que moi, je le vois vraiment? Oui et non. Pour moi, j'ai surtout un univers qui est très coloré, assez joyeux. Ouais. Alors, on va souvent dire que c'est assez enfantin et mignon. Moi, j'aime pas ces mots. C'est pas du tout ça, les gars. Non, c'est pas ça. C'est que dans ma manière de voir les choses, qu'il faut que je déconstruise et tout, c'est que quand on me dit que c'est un peu enfantin, je le C'est prends entre négatif, guillemets mal, tu vois, en me disant, bah, je sais pas, je suis pas une enfant de 4 ans qui grébouille, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pas méchant et il y a plein de gens dont j'adore le travail qui ont ce style un peu enfantin, mais c'est génial. Et c'est Ouais. vrai que moi, j'ai un peu ce truc, je pense que c'est parce que j'ai fait des études de design et tout, où tu as envie d'avoir un truc hyper carré, hyper défini, tu as envie d'être le prochain Léonard de Vinci, ce qui ne va pas arriver, et je n'ai pas envie de l'être. mais non, pour moi, j'ai un univers qui est assez coloré, joyeux, qui raconte ou pas des histoires. L'objectif, c'est un peu le cas, mais des fois, c'est plus beau que avec un concept de fou derrière ou je sais pas quoi, parce que en fait, quand tu fais des projets perso, des fois, tu as juste envie de te faire kiffer et pas de. T'as juste une idée et pas réfléchir et puis aller Ouais, c'est là-dedans, ça. quoi. Même si, honnêtement, aujourd'hui, je prends plus le temps, même quand j'ai un projet perso qui peut être une petite boucle d'animation ou juste une illustration, j'essaye de poser des mots sur mon travail parce que je trouve que comme on a un métier qui est visuel, on n'a pas forcément besoin d'utiliser les mots, mais je trouve que c'est important. Des fois, juste ça structure ma pensée ou juste j'écris un peu le projet, je décris ce que je veux faire, mes intentions et tout. J'écris ça sur 3 lignes, mais je le pose un peu comme si je devais expliquer ça à quelqu'un ou si ça allait dans un musée ou quoi. Et ça m'aide un peu à structurer parce que des fois, je pars un peu dans tous les sens. Et même si c'est très bien pour les projets perso, je trouve que des fois, c'est bien aussi d'avoir un peu de cadre. Il ne faut pas en mettre autant. Je ne travaille pas avec un client non plus, mais ouais, je sais pas. Pour moi, j'ai un style coloré, joyeux et qui tend un peu à rendre l'art accessible à tous et à transformer l'espace public. Voilà, tout Voilà. simplement. C'est bien, c'est bien dit. S'il y a des gens qui écoutent et qui ont des mots à poser sur mon style graphique, je veux bien qu'on me le dise. Franchement, ça m'intéresse. Enfantin.
Non, je rigole. Non, pitié. Bon, enfin, si vous pouvez me dire ça, je ne vais pas le prendre mal parce que je sais que oui, des fois, c'est un peu plus enfantin, etc. Et c'est pas grave. Non, mais c'est un style joyeux et coloré, et c'est ça le truc aussi, tu vois. Voilà. Parce que tu vois, c'est quelque chose qui t'apporte le sourire plutôt, tu vois. Ça va pas être Ouais. quelque chose qui est réfléchi dans un truc de malheur, entre guillemets, pour être totalement dans l'opposé. Mais ça, quand on voit ton style, c'est plutôt, on a le sourire, quoi. On a ces Ouais. peps au niveau des couleurs et de la dynamique. Merci. Mais c'est parce que je suis pas quelqu'un de très, très dark, hein. La meuf mystérieuse, je sais pas quoi et tout, c'est pas du tout moi. Et en fait, je trouve, j'ai eu cette discussion avec un pote il y a pas longtemps, j'ai l'impression que les styles graphiques, déjà, c'est pas un truc que tu trouves, c'est un peu, tu fais et ça finit par Ouais. venir à toi. Mais je trouve que ça correspond aux personnalités des gens. Tu vois, où moi, je suis quelqu'un qui aime bien toucher à tout, qui aime bien bouger, voyager et tout. Et ça me paraît logique de faire plein de choses, notamment du motion et tout. Et je suis pas quelqu'un de très calme, ça c'est clair. Et du coup, tu vois, d'avoir quelque chose de très coloré, joyeux et tout, ça correspond à qui je suis dans la vraie vie. Et je vois ça avec plein d'artistes où quand tu les rencontres en vrai, tu te dis, bah, en fait, ça fait grave sens. J'ai un exemple comme ça, c'est Jean Julien, qui est un artiste, illustrateur, peintre, il fait plein de trucs. Et je l'ai Ouais. rencontré, en fait, quand tu vois ces personnages, bon, il en a un, c'est lui, donc c'est littéralement la même tête. Mais quand tu vois ces personnages et tout, et que tu le vois dans la vraie vie, mais tu dis, bah, en fait, ça fait sens avec qui il est, tu vois. C'est la manière dont il se déplace, etc., dont il C'est parle vrai. et tout, ça se retranscrit dans son travail. C'est hyper étrange ce que je raconte, mais en fait, quand tu observes ça, tu te rends compte qu'il y a plein de gens, c'est comme ça, en fait, ils vont avoir tendance à faire des trucs un peu plus sombres parce que c'est dans leur style vestimentaire, par exemple, ils ont un style un peu plus sombre et tout. Je trouve que souvent, ça se répercute, tu vois. Moi, le fait que j'aime bien bouger, bah, ça se répercute aussi dans mon travail, quoi. C'est ça être un artiste. On a juste compris les Voilà, doigts. Bam, c'est ça. tu C'est as ton propre style, quoi. exactement. Là, c'est artiste des pieds à la tête. Moi, il n'y a pas 1% de moi qui n'est pas artiste, en fait. C'est ça. Et du coup, là, tout à l'heure, tu nous as fait un bon petit résumé de tout ce que tu as fait. Et moi, j'aimerais bien me pencher un petit peu plus sur le moment où tu as voyagé un petit peu, où tu t'es pris ton année sabbatique, sans rentrer non plus dans tous les détails, etc. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'un peu prendre cette année pour toi, mis à part de cadrer tes projets, etc. Mais qu'est-ce que tu penses que tu aurais loupé si t'avais pas fait ça? Ça m'a permis, je pense, d'affiner ma vision de qu'est-ce que j'avais envie de faire. Parce que quand j'ai commencé mes études, je voulais plus faire du web design, du design interactif et un peu de motion. Avec le temps, je me suis dit, bah, plus du motion. Puis après, il y a le mapping qui s'est rajouté. Ouais. Et j'avais toujours un peu, je trouve que quand tu touches à tout, c'est difficile parce que tout le monde veut te mettre dans une case. Et toi, tu es là, bah, en fait, moi, ma case, j'ai envie de l'élargir et qu'elle englobe plusieurs cases. Mais en même temps, tu as un peu besoin de choisir par moment. Et en Ouais. fait, ce choix, je trouve qu'il vient avec le temps. Et cette année, ça m'a aussi permis de tester plein de trucs et des fois de me dire, bah, ça, j'aime bien. Est-ce que j'ai envie de faire ça tous les jours? Non. Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai envie de monétiser ça? Non. Tu vois, et ça m'a permis, ouais, de mieux savoir ce que je voulais faire, de vachement progresser, ça c'est sûr, et de faire autre chose aussi parce que moi, depuis toute petite, je fais des trucs créatifs, j'ai fait des études dans la création, etc. Et j'avais aussi des fois envie de me sortir de ça parce que même quand j'étais en voyage, moi, je fais de la photo aussi. Donc, bien évidemment, bah, quand Ok. je voyage, j'ai fait aussi des photos. Mais il y a un peu ce truc où j'avais envie des fois de me lâcher la grappe, de me détendre de moi à moi et de me dire, bah, en fait, là, tu fais autre chose, d'aussi d'arrêter de culpabiliser quand je travaille pas. Ouais, Et c'est vrai que c'est dur parfois. On en parlait avant le podcast, ou non, pendant, je sais plus, mais franchement, c'est dur d'arrêter, surtout quand tu fais un métier passion, quoi. C'est où est la frontière, etc. Puis je trouve que c'est très difficile aussi parce que tu te dis, mais en fait, tel projet, peut-être que ça va m'apporter telle opportunité. Ah, mais ça me fait un truc à mettre dans mon portfolio, etc. Ou bah, c'est le problème quand tu fais de ta passion ton métier, là, où est la limite, etc. Ou quand tu fais des trucs pour toi, ou tu fais des trucs qui te disent, bah, peut-être que ça pourrait m'apporter un projet derrière, etc. Ou un boulot et tout. Mais ouais, ça m'a beaucoup apporté. Je vois, j'ai déjà beaucoup avant, et notamment seule, parce que mon année sabbatique, la plupart des voyages, je suis partie seule.
mais après j'ai rencontré des gens sur Ouais. place, etc. J'étais déjà assez indépendante et autonome pour faire ça toute seule. Ça, j'avais pas peur, mais là, je suis allée plus loin. Je suis allée dans des endroits que je connaissais pas du tout. Bon, je suis allée en Indonésie, c'est quand même très différent de la France. Je suis allée faire du cheval au Kirghizistan, donc autant te dire que ça n'a rien à voir avec ce que tu connais, etc. Et ça, je pense que ça m'a nourri créativement, mais ça m'a aussi permis de me détendre et de me dire, il faut faire autre chose et ne pas créer en permanence parce qu'en fait, tu peux te brûler les ailes assez vite, je trouve. C'est-à-dire? Bah, que moi, j'étais tellement obsédée par ça, et je le suis encore beaucoup, hein. Moi, des fois, le soir, je regarde pas Netflix, je regarde des tutos pour te dire à quel point. Ah ouais, Encore de cette période-là. ouais, moi, je suis obsédée, genre, j'aime vraiment ça profondément, etc. Et moi, tu m'enlèves la création, pas forcément dans mon métier, mais dans ma vie en général, je sais pas ce que je fais de mes journées, quoi. Vraiment, j'aurais du mal. Mais du coup, des fois, c'est trop, tout le temps, etc. Puis la pression d'en avoir fait son métier. Ben, en fait, moi, je travaille trop parfois, je le sais, et du coup, ça m'a permis, ouais, de me détendre et de faire autre chose, en fait, tout simplement. Et Ouais. de justement, arrêter de trop travailler. Et en fait, des fois, quand tu travailles moins, tu fais moins de trucs, mais tu fais autre chose. Et quand tu retournes à ton projet, en fait, ça va mieux. T'es moins focalisé là-dessus, etc. C'est plus efficace peut-être à la fin, Ah si tu as ouais. pris une pause. Mais en même temps, c'est vrai que ça t'a permis peut-être de te redéfinir autrement que juste par la création à côté, quoi. Et après, moi, je voulais savoir, moi, j'avais une question, c'était plus à la fin, mais en fait, quand tu parles de tout ça, de te mettre à fond tout le temps dans la création, même le soir, tu regardes des tutos, etc., comment tu fais pour garder cette motivation-là pour ton travail, pour faire des projets perso, etc., à côté? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi. De base, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Je pense que Ouais, tous les gens qui sont autour de moi te diraient que je suis une vraie pile électrique, que je suis jamais fatiguée, je fais plein de trucs et tout. Mais moi, c'est ma normalité, donc ça me paraît logique de faire autant de trucs. Mais je sais pas, en fait, moi, c'est vraiment, ça m'anime, quoi. Genre, je pense qu'aussi, je garde la motivation parce que je fais plein de trucs différents. C'est de la création, mais c'est pas comme si, je sais pas, toute la journée, je dessinais des bonhommes bâtons et une maison, quoi. Là, ouais, bon, peut-être qu'au bout d'un certain temps, j'en aurais marre. Mais là, tu vois, oui, ça reste de l'animation, mais c'est des projets qui sont différents, c'est des clients qui sont différents. Et je vois à côté, je fais d'autres trucs, etc. Et ouais, c'est un truc qui m'anime, j'aime profondément ça. Et après, des fois, ça m'arrive, en dehors du travail, je fais rien ouais. de projet perso et tout. Des fois, ça me manque un peu, mais des fois aussi, je sais pas, je suis chez moi, je regarde Netflix ou alors, j'allais dire, je vais voir une expo, mais en fait, c'est un peu une inspiration. Mais je sais pas, je suis au ski, je suis dans la nature, je randonne, je vais au surf, je me mange de l'eau parce que je surfe très très mal, et puis voilà, hein. Je voyage, je fais plein de trucs, je vois mes potes. Mais je sais pas, j'ai toujours été quelqu'un avec beaucoup d'énergie à toujours faire plein de trucs parce que dans ma famille, on est comme ça aussi. Ouais. Et je pense que c'est comme ça. C'est un peu, moi, j'ai un peu cette philosophie de tant que la roue elle tourne, tu la fais tourner parce que si elle s'arrête, en fait, c'est hyper difficile de la relancer, quoi. Ouais. Ok, je comprends, je vois. Parce que ouais, moi aussi, pendant un moment, j'étais tout le temps en train d'être dans manger des tutos, tatati, tatata. Je suis en fait, ma vie, elle tourne autour de ça. Et comme toi, j'ai eu un petit déclic en mode, il faut autre chose. Il faut autre Ouais. chose. C'est le tout ou rien, ça marche pas dans le motion, mais aussi dans la vie en général, quoi. C'est Oui, je pense. juste une question de balance, quoi. Dans tout, quoi. Ouais. Et du coup, tac, tac. Je pense qu'en fait, tu as répondu à plein de questions que j'avais posées. Et je sais pas si ça doit vraiment rentrer dans celle-là, alors que tu y as déjà répondu. Mais il y en a une, c'était, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton projet avec le musée d'Oli? Tu nous disais d'ailleurs, tu portes un polo visionnaire, c'est leur marque, Ah, non, c'est ça? t'as vu ça, tu vois? Genre, je suis brandée et tout. Franchement, je vais leur envoyer un message, je vais leur dire, je peux pas me faire sponsoriser, machin et tout. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors, je vais remettre un peu de contexte parce que moi, je parle d'Oli, mais il y a peut-être des gens qui écoutent qui n'ont pas la moindre idée de qui je parle. Donc, Oli, c'est un artiste, entrepreneur, producteur et rappeur toulousain qui est en duo avec son frère qui s'appelle Florian, alias Big Flo. Et en fait, ils viennent de Toulouse, donc c'est les stars de la ville.
Vraiment, nous, on a 4 stars à Toulouse en ce moment. On a Antoine Dupont, donc joueur de rugby, meilleur joueur du monde. Léon Marchand, médaillé olympique. Et après, on a Big Flo et Oli, qui sont donc des rappeurs, alias des rappeurs gentils. Et moi, en fait, ça fait plus de 10 ans que je les connais. Parce que, en fait, quand tu viens de Toulouse, tu as forcément entendu parler de Big Flo et Oli. Je pense que quand tu viens du reste de la France, si t'es pas trop dans le rap, ou même parce que c'est pas du rap, c'est pas du Jul ou c'est pas du Booba, mais t'as pas forcément entendu parler d'eux. Quand t'es jeune à Toulouse, t'as forcément entendu parler d'eux. C'est impossible de passer à côté. Et moi, j'ai découvert Big Flo et Oli quand j'étais au collège, un truc comme ça. Et je les ai découverts avec leur chanson la plus connue à l'époque. Et en général, les chansons les plus connues des gens, c'est pas les meilleures. Et moi, j'étais là, j'aime pas plus que ça. Sauf qu'en fait, ça a fini par prendre de l'ampleur, etc. Et j'ai fini par découvrir d'autres chansons et tout, notamment Le Cordon, là, dont je parlais du clip juste avant. Et en fait, je suis tombée dedans, vraiment. Et je suis devenue assez fan. Et en plus, quand tu habites à Toulouse, tu connais tout, surtout de ma génération, parce que Oli, il a le même âge que mon frère, donc il a 3 ans de plus que moi. Florian, il a, je sais pas, 5-6 ans de plus que moi, donc on est à peu près de la même génération. Tu connais des gens qui les connaissent. Vraiment, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, machin. Et moi, mon lien avec eux, c'est ma maman. Parce que, ouais, ma mère était au lycée avec leur maman. Ah, c'est marrant ça. Voilà. C'est en plus pas à Toulouse, etc. Donc je trouve ça assez drôle de se dire que la connexion s'est un peu faite comme ça, etc. Donc bref, ça fait plus de 10 ans que je suis vraiment très fan et tout, que je connais tous leurs projets, etc. Je connais toute leur musique et tout. Et il y a un an, Oli, il a lancé une exposition au musée des abattoirs à Toulouse. C'est le musée d'art contemporain de Toulouse qui, à l'époque, il y a très longtemps, était des abattoirs. Et son expo s'appelait le musée imaginaire d'Oli. Et en fait, il a eu carte blanche pendant 6 mois pour faire ce qu'il voulait au sous-sol du musée. En fait, tu as 2 étages, tu as le rez-de-chaussée et le sous-sol qui est immense. Et en fait, on lui a donné carte blanche. On a dit, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et Oli, en fait, c'est pas qu'un rappeur, c'est aussi un artiste et il est aussi très fan d'art et d'art contemporain. Et du coup, dans son expo, il y avait plusieurs parties. Il y avait une partie où il a pioché des œuvres dans la réserve du musée, parce que, en fait, le musée des abattoirs, ils ont des œuvres de fous, mais qui sont dans les réserves que personne ne voit. Et donc, il en a sélectionné, etc. Il a aussi mis des œuvres de sa collection perso. Notamment, il a des Kiss Haring, des trucs comme ça. Et dans une des salles de l'expo, c'est une salle qui est immense. Ça fait le mur, je crois qu'il fait 13 mètres de haut, c'est immense. Et en fait, il a fait tout un tableau, un peu comme un tableau Pinterest avec toutes ses références et tout. Un peu, c'est un peu comme si toi, tu sais, tu faisais un mood board de ce que t'aimes. Et lui, c'est exactement ça. Donc, il y avait des œuvres qu'il avait sélectionnées dans sa collection perso et dans la réserve du musée. Il y avait une salle qui était plus axée sur Toulouse, parce que s'il y a bien un truc à savoir sur Big Flo et Oli, c'est que moi, je suis fan de Toulouse, mais alors eux, il n'y a pas plus fan que... c'est les maires de la ville, quoi. Le maire de Toulouse, je pense qu'il est moins influent que Big Flo et Oli, tu vois. Vraiment, ils adorent leur ville. Et donc, il y avait une salle dédiée à Toulouse, parce que Toulouse, c'est une ville avec une très grosse histoire sur le street art. Ce qui explique un peu peut-être pourquoi je fais des fresques. Et du coup, il avait fait appel à des artistes toulousains qui sont issus de cette culture-là pour soit faire des œuvres directement dans le musée, soit prêter leurs œuvres, etc. Il a aussi fait une œuvre à lui. Il y avait un kebab. Si les gens veulent aller voir sur Instagram, il y avait donc un kebab fait par Oli dans le musée. Et après, il y avait une partie plus sur Oli, qui il est en tant que personne, son histoire familiale, son projet bien évidemment musical avec son frère, etc. Et il y avait notamment des œuvres qu'il a fabriquées lui-même. Et moi, je rentre à partir de ce moment-là où moi, j'ai bossé sur 2 installations. Il y en a une, c'était des punchlines dans la salle, en fait, qui était plus famille. Tu avais au milieu de la pièce, tu avais un grand cube en verre
qui faisaient référence à leur tournée et tout. Et ils ont fait un mini studio dedans où tu pouvais écouter des sons en cours, etc. Et au-dessus de ce cube, projeté sur le mur, tu avais des punchlines qui défilaient, qui sont issues de leur musique, etc. Et ces punchlines, elles étaient animées. Et c'est moi qui ai fait l'animation, du coup. Donc, il y avait tout un travail de typo sur les 52 punchlines à animer. Et voilà, donc c'est vraiment un travail que j'ai fait un peu main dans la main avec Oli, où j'ai des petites anecdotes là-dessus, où à un moment, je lui pose des questions et tout. Je lui dis, tu les veux comment, tu vois, tu veux plus ce style d'animation, etc. Et il me dit, fais ce que tu veux, écoute ton cœur. Quel client te sort ça, tu vois? Et moi, je dirais, mais en fait, c'est pas ton œuvre, c'est pas la mienne, c'est genre, nous, on fait ça tous les deux, tu vois. Donc, on a vraiment construit ça main dans la main. Et donc, c'était vraiment tout un travail de typo où j'ai fait des trucs un peu plus compliqués, des trucs un peu plus simples, parce qu'il faut s'imaginer que ça s'était projeté à, je pense, 3 mètres de haut et ça faisait au moins 2 mètres, 2 mètres 50 de large. Donc, c'est pas le même travail que quand c'est sur un petit écran. Il fallait que ça aille plus doucement. Il fallait pas que les animations soient trop compliquées et tout, etc. Et du coup, on a fait ça tous les deux avec Oli. Et je me souviens, à un moment, j'étais dans le musée, je faisais des tests pour savoir si ça allait être assez grand ou pas, est-ce que ça a passé et tout. Et il y avait personne autour de moi, j'étais sur ma petite chaise, sur mon ordi et tout. Et là, j'ai eu un instant j'ai réalisé où j'étais. C'est qu'en fait, sur le mur d'en face, tu avais les punchlines. Sur le mur à gauche, tu avais un soulage. Et sur le mur à droite, tu avais des Warhol. Et je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il y a mon travail à moi posé là? Enfin, ça me paraissait totalement fou. Et donc ça, c'était la première œuvre. Et puis, c'était assez fou de se dire, moi, je suis vraiment très, très fan, tu vois. C'était pas la première fois c'était la 3e fois que je voyais Oli. Je l'avais déjà rencontré 2 fois avant. Mais ça fait bizarre, tu sais, quand il s'assoit à côté de toi et il te parle, mais c'est un humain normal, tu vois. Donc, juste on parlait normalement, etc. Et moi, des fois, je dis, mais c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait assis à côté de moi? Genre, maman, moi, je te vois sur mon téléphone. T'arrivais pas à réaliser, Ouais, ça me paraissait très bizarre. Et puis, Oli, par exemple, il m'appelle pas Julie. Il fait comme mes potes, il m'appelle Juju. Et moi, je trouve ça bizarre, tu vois, quand c'est quelqu'un que tu admires et tout. Je dis, pourquoi? Et donc, ça, c'était la première œuvre. Et la deuxième œuvre, c'est une installation artistique dans la grande, grande salle. Donc, tu avais d'un côté toutes les œuvres sélectionnées par Oli. Et de l'autre côté, tu avais un hommage à Claude Nougaro. En fait, à Toulouse, chaque génération a un peu son chanteur. La génération de mes grands-parents, ils ont Claude Nougaro. La génération de mes parents, ils ont Zebda. Zebda, pour ceux qui connaissent pas le nom, c'est tous ceux qui ont chanté Tomber la chemise et trucs comme ça. Et ma génération, on a vécu Oli. Et donc, ils ont voulu lui rendre hommage. Et donc, il y avait plusieurs choses liées à Nougaro. En fait, il était chanteur, mais il était aussi peintre et tout. Il était un artiste complet, donc il a fait des œuvres et tout. Donc, il y avait ça. Il y avait un manuscrit de Haut Toulouse. Haut Toulouse, c'est une de ses chansons les plus connues, etc. Et il y avait une installation artistique que Oli a imaginée, où en fait, c'était un piano qui jouait de la musique, enfin les chansons de Nougaro, et tu avais projeté sur le mur un pianiste. Et en fait, quand c'était positionné de telle manière que tu avais l'impression que c'était cette ombre, ce fantôme pianiste qui jouait du piano. Et sachant que c'est un piano où en fait, c'est pas juste la musique qui était projetée dans des enceintes et tout. Le piano, il bougeait aussi. Tu avais des touches qui descendaient, tous les pédales, etc. Et donc, tu avais ce pianiste imaginaire qui jouait là-dessus. Et donc, moi, là, j'ai plus fait de l'editing et tout. On m'a envoyé les rushs et on m'a dit, transforme ça en une ombre, en fait. Parce que là, c'était vraiment faire que du noir et blanc, quoi. T'as vraiment en fait, t'as un cercle blanc et t'as l'ombre du pianiste et du noir. Parce que comme c'est de la projection, quand tu fais de la projection, c'est de la lumière. Donc, le noir, ça n'existe pas en projection. Le noir, c'est juste ton mur, en fait. C'est pas de lumière. Et c'était trop mignon comme œuvre parce que, en fait, il y a plein de gens qui comprenaient pas comment ça fonctionnait parce qu'on avait un peu caché le vidéoproche, etc. Et c'était trop drôle. Tu voyais des gens qui passaient, s'arrêtaient devant le vidéoproche. J'étais là, pourquoi il n'y a plus d'œuvres et tout? Je trouvais ça très drôle. Les enfants, ils trouvaient ça magique. Après, tu as ceux qui s'amusaient à faire des ombres chinoises avec le projecteur. Moi, je t'avais ne touchez pas à mon œuvre, s'il vous plaît.
Mais voilà, franchement, c'est une super œuvre et j'espère qu'Oli va pouvoir la présenter dans d'autres endroits, etc. Et, et ça, c'était aussi tout un travail parce que, ok, on m'a donné les rushs, mais après, une fois que tu es sur place, il y a plein de détails techniques à régler. Ouais. C'est que, en fait, il faut placer le vidéo proche, plus ou moins près, selon la taille que tu veux. J'ai fait je sais pas combien d'exports parce que le pianiste, il fallait que je le positionne. Mais du coup, des fois, il était trop haut parce qu'il y avait un siège, mais un vrai siège de pianiste qui existe. Et du coup, il fallait le placer correctement, il fallait donner l'illusion. Le piano, il fallait aussi le tourner d'une certaine manière. Et on a eu quelques contraintes techniques, c'est que le piano qu'on avait, la matière, c'était une sorte de plastique qui réfléchit. Sauf qu'avec le vidéo proche qui envoie de la lumière, ça faisait des reflets sur le mur et tout. J'étais, oh là là, c'est pas. Donc ça a été. Catastrophe. Ah ouais, je dis, mais comment on va faire? Et des fois, on me disait, tu veux pas tourner de piano? Je dis, ah bah non, on peut pas le tourner parce que sinon, ça fait des reflets. Donc, c'est des petites contraintes. Et après, on a eu un technicien, donc lui, c'est son métier de ce qu'on appelle mapper la vidéo. C'est qu'en fait, on projetait aussi un peu sur le piano. C'était un piano à queue. Il était ouvert et en fait, il fallait que il n'y ait pas de vidéo, il n'y ait pas de lumière, parce que moi, j'avais juste fait un cercle blanc. Il a fallu faire un cache en fait pour pas qu'on voit ces parties-là, etc. Et moi j'ai prié pour que on ne déplace pas le piano. Vraiment, je crois qu'on avait fait des marques un peu discrètes au sol et tout, et ça a été tout un débat avec l'équipe du musée et tout, de se dire en fait s'il y a un enfant à un moment qui pousse le piano, qui veut ça, il y avait aussi une question de s'il y a un enfant qui appuie sur une touche du piano, il se passe quoi? Il s'arrête de jouer ou quoi? Et puis aussi une question du ménage, tu vois, si sans faire exprès il pousse le piano, c'est plus calé, etc. Si quelqu'un bouge le vidéo proche et tout. Bon, les fois où j'y suis allée, c'était toujours à peu près. Okay. J'avoue, des fois j'ai un peu bougé le truc quand la sécu me regardait pas. J'ai un peu bougé pour recaler. Après, il y avait un petit tankard avec mon nom écrit dessus, tu vois. Donc, tu pouvais prouver que c'était ton œuvre aussi, quoi. Voilà. Mais tu utilisais quel logiciel pour faire ça, pour faire des mappings? After. Alors moi, j'ai fait que du bon After. Ah ouais, on m'a donné mes rushs, j'ai fait mon petit truc sur After et tout. Et le technicien, qui lui, ça fait la partie un peu plus technique, lui, il était sur MadMapper. Et il y avait un autre challenge aussi, heureusement, c'était pas mon problème, c'est qu'il fallait synchroniser la vidéo avec le son qui sortait du piano. Parce qu'en fait, c'est le piano lui-même qui émettait du son, etc. Et du coup, il fallait que quand la vidéo se lance, le piano aussi se lance, etc. Bon, ça, c'était que du code, etc. J'avoue, j'y connais pas grand-chose. Donc, c'est lui qui a fait ça pour moi. Mais sinon, le masque, il a été fait sur MadMapper. Et voilà. Tout simplement. Okay, trop bien. Et du coup, là, comment ça s'est passé? Là, elle est terminée l'expo, c'est ça? Ouais, alors, ça a ouvert en décembre de l'année dernière. Il y a quasiment un an, ça a ouvert le 6 décembre. Et ça a terminé en mai ou juin de l'année dernière. Et je sais qu'on risque de me poser la question de comment j'ai fait pour travailler avec Oli, parce que forcément, quand tu travailles avec quelqu'un qui est connu, moi, on m'a souvent posé la question. En fait, c'est à moitié un coup de chance. C'est de la chance provoquée. C'est une opportunité que j'ai un peu provoquée. C'est encore grâce à Motion Plus Design, comme quoi. Aller à ce festival. En fait, il y a 2 ans à peu près, j'étais à Motion Festival, j'ai croisé un mec que je connaissais, je vais lui parler, etc. Et quand je discutais avec ce mec, il y a un autre mec qui arrive et cette personne, je vais pas la citer parce que je sais pas s'il a envie que je le cite ou pas, donc je vais pas dire son nom. À l'époque, il travaillait pour un studio de mapping qui s'occupe des visuels de tournée de Big Flo Oli. Et du coup, il commence à en parler avec la connaissance qu'on a en commun, etc. Et moi, dès qu'il a prononcé le mot Big Flo Oli, j'ai eu des étoiles dans les yeux, bien évidemment. Et là, tu l'as pu lâcher, là. Je lui ai un peu dit, je lui ai dit que j'étais fan, etc., que je venais de Toulouse, machin. Elle m'a un peu regardé en mode oui, blabla. Et 3 semaines plus tard, Big Flo Oli faisait un concert à Paris, mais il faisait, en fait, avant de faire la tournée des Zéniths, ils ont fait une toute petite tournée que dans des petites salles. Et la salle où j'étais, en fait, c'est à la Maroquinerie à Paris, il y a soi-disant 500 places, mais t'as pas l'impression, t'es vraiment, le maximum côté, c'est 4 mètres de la scène. Donc, t'es vraiment très, très proche. Ouais. Et moi, avant, les gens commencent à arriver, etc. Ils kiffaient que je vois passer devant moi le mec que j'avais vu 3 semaines plus tôt. C'est vrai? Ouais. Et là, je te dis, je l'ai arrêté et tout, et il me regarde en mode,
ah ouais, mais en fait, t'es vraiment fan, tu vois. Je dis, ah bah oui, je suis vraiment fan et tout. Et voilà, après, on a échangé sur LinkedIn et tout, sur Insta, Ok. machin. Voilà, c'est toute une histoire. Mais il y a un peu plus d'un an, j'étais en Indonésie. Je me souviens très bien ce jour-là. Un peu claquée par le décalage horaire, je venais d'arriver, etc. Et heureusement, j'étais couchée à ce moment-là. Je sors mon téléphone, je vois, vous avez un nouvel abonné. Je regarde, Oli a commencé à vous suivre. C'est vrai, stylé Ouais. ça. Et franchement, j'ai cru que j'allais faire une attaque. Et j'envoie un message à Oli en me disant jamais de la vie, il le verra. Et ben en fait, il me répond par un vocal. Et il m'explique qu'il va faire une expo et tout. Et moi, je comprenais pas. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire une expo au musée d'art contemporain? Enfin, ça n'avait aucun sens pour moi, sa Ouais. phrase, parce Ouais. que, pour vous remettre dans son contexte, Oli, c'est un rappeur. Ouais. Qu'est-ce qu'il va aller faire dans un musée d'art contemporain, tu vois? Et le mec qu'on avait en commun, lui aussi m'envoie un message et tout. Et donc, il m'explique un peu, etc. Et en fait, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment juste, je suis allée à un festival, j'étais là au bon moment. Au bon moment, au bon endroit. Et puis surtout, entre guillemets, j'ai pas lâché le truc, quoi. C'est que le mec derrière, je lui ai vraiment envoyé un message, quoi. Ouais. Et il y avait pas de truc, je vais te déranger, je sais pas quoi. Et j'ai envoyé mon message. Ça se fait pas, mais au moins j'ai envoyé mon petit message. C'est bien. Et au final, ça m'a permis de travailler sur un projet. C'est même pas un projet de rêve, parce que comment tu veux rêver d'un truc pareil? Moi, jamais de la vie, je me serais dit qu'Oli, il allait finir dans ce musée. Sachant que ce musée, il a une attache particulière pour moi, parce que je suis née juste à côté. Et les premières années de ma vie, j'habitais à 2 minutes à pied de ce musée. Mes premiers souvenirs d'enfance, c'est dans ce musée, etc. Et du coup, tu as un peu tout qui faisait sens, etc. Et après, je suis allée au vernissage avec mes parents. Et c'est un peu la fierté de te dire, bah, t'emmènes tes parents à un vernissage Ouais. pour une T'as expo où fait t'as le truc. bossé dedans, tu vois. Franchement, c'était trop bien et tout. C'est plus qu'un projet de rêve, parce que je pouvais pas m'imaginer. Mais là, mon vrai projet de rêve avec Big Flo et Oli, c'est de bosser sur leur tournée. Voilà, les Ouais. visuels, Un jour. là. Ah, mais moi, j'y crois. Et franchement, ça fait plus de 10 ans que je les connais, que je les suis et tout. J'ai toujours dit, un jour, je bosserai avec eux. Je pense que j'ai embêté tout mon entourage. Mes parents, ils en pouvaient plus. Mes potes non plus. Et même ma meilleure pote, le jour où je lui ai parlé du projet et tout, elle m'a dit, enfin. J'étais là, ouais. Enfin, c'est bon. Ouais, je dis, mais moi, j'y ai cru jusqu'au bout. Personne n'y croyait. Je dis, moi, j'y ai cru jusqu'au bout. Je savais que ça allait se faire un jour. Et ben, ça, c'est fait. Et j'espère que c'est que le début. Ouais, bah, je le souhaite aussi, je te le souhaite aussi. Mais c'est bien, Merci. ça montre que, au final, il faut pas lâcher un peu ces petits trucs et vraiment forcer un peu le destin Ouais, c'est ça. quand on veut quelque chose. Et c'est bien, mais en même temps, oui, tu as eu le hasard qui a pu jouer à certains moments, Ouais, en fait, rencontrer les bonnes personnes. ouais, t'as toujours de la chance, tu vois. C'est pourquoi quelqu'un réussit plutôt qu'un autre. Ça a toujours une partie de chance, mais il y a aussi, bah, du travail et se créer des opportunités. Si j'étais restée chez moi, que j'étais pas allée à Motion Design, que j'avais jamais dit à personne que j'adorais Bifoli, bah, ça serait jamais fait, Ouais, tu vois. C'est le fameux truc où on te dit, bah, si tu veux bosser pour tel truc, fais des projets perso dans ce sens-là, tu vois. c'est Bah, ça. on peut pas savoir que t'aimes un truc si tu le montres jamais, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, donc ça, c'était un de tes projets en freelance. Maintenant, tu es chez Not Real, Not Real. Euh, du coup, pour quelqu'un comme toi qui touche un peu à tout, pourquoi revenir dans un CDI, dans un studio où c'est peut-être un peu plus, est-ce que tu touches à tout ou est-ce que c'est un peu plus spécialisé dans quelque chose? Là, moi, je suis embauchée en tant qu'animatrice junior, donc théoriquement, et 99% du temps, je fais que du motion. Je fais Ouais, que de l'animation. On me donne des jolis fichiers et moi, je les anime. trop bien. Donc là, je fais vraiment quasiment que de l'animation et des blagues aussi au passage. Mais Donc l'animation vraiment dans tout son sens, quoi. exactement, c'est vraiment, je suis le clown de service. Je fais ça en 3 langues. Euh, non, alors, en fait, quand j'ai fait mon année sabbatique, c'est rigolo. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne mets pas en freelance et tout? Et c'est quelque chose qui revient très souvent. Mes potes qui me disent, mais pourquoi t'es pas freelance? Parce que je sais que j'ai le profil pour, etc. Ouais, Mais j'ai un peu moins maintenant, mais au tout début, j'avais beaucoup ça, où en fait, je voulais pas être freelance maintenant, parce que je me trouvais, et je me trouve encore trop jeune pour ça. C'est une situation qui est quand même très instable, être freelance. Je le vois, tu vois, j'ai
plein de gens dans mon entourage qui sont aussi freelance et tout. Et le stress permanent de devoir trouver des clients et tout, de pas trop savoir si tu vas te faire payer, qu'est-ce que tu vas faire le mois prochain et tout. J'avais pas envie de vivre ce stress-là. Je suis déjà assez stressée comme ça. Ouais. Et puis, je me trouvais trop jeune où je me disais, en fait, j'ai tellement de choses à apprendre que je me disais, je vais apprendre plus vite en étant dans une boîte et tout, où j'ai l'impression que quand tu es freelance, en fait, on va t'appeler pour déjà ce que tu sais faire et on va moins avoir tendance à te pousser à aller plus loin. Et même si j'adore être toute seule et tout, je peux faire quasiment tout toute seule, c'est aucun souci. Mais j'aime bien être aussi entourée de gens, etc. Et j'aime bien être les gens de manière générale, être avec une équipe, etc. Et j'avais pas envie de devenir freelance et de galérer, même si je sais qu'avec le temps, tu vois, tu peux te construire un truc, etc. J'avais pas envie de faire ça sur le moment, même si tu as quand même une liberté qui est quand même assez grande, plus ou moins, tu peux plus ou moins t'organiser comme tu veux, tu peux quasiment bosser d'où tu veux, etc. Tu peux, si tu as de la chance, tu peux choisir tes projets et tout. Mais c'était pas mon envie sur le moment. Aujourd'hui, c'est vrai que j'y pense toujours, tu vois, je me dis, un jour, je serai freelance, je le sais, parce que pour les objectifs que j'ai en tête et tout dans le futur, je serai freelance. Mais aujourd'hui, je suis très bien où je suis et je pense vraiment que j'ai fait le bon choix, quoi. C'était un choix logique, c'était un peu de la sécurité, mais c'était aussi me dire c'est un tremplin pour mon avenir plus tard. Ouais, oui, après, notre île, je pense que c'est un très bon choix. Le studio, c'est pas non plus le petit studio à côté, quoi, Ouais. perdu dans la cambrousse. Mais c'est vrai que ce que tu dis, se faire les griffes et avoir une équipe à côté qui sont peut-être un peu plus juniors, junior non, seniors du coup, ça va t'aider, tu peux poser des questions et aller beaucoup plus vite à un certain moment. Enfin, ça dépend des gens. Il y en a qui adorent être tout seul et crafter tout seul dans leur coin pendant des heures et des heures et qui s'améliorent quand même comme ça, heureusement. Mais je trouve que c'est bien aussi cette perspective-là de se dire il n'y a pas que le freelance à côté pour s'épanouir dans un monde créatif, quoi. Et je pense que être entouré de gens, ça permet aussi d'être avec des projets peut-être plus gros aussi, de voir un peu comment ça se passe. Ouais. Et du coup, c'est cool ce truc-là. C'est sûr que, en fait, au-delà, si t'enlèves le fait de notre île, juste tu parles, j'ai un CDI, c'est sûr que ça t'apporte une stabilité Ouais. mentale et financière qui est géniale. Mais c'est vrai que quand tu as une opportunité comme celle de notre île, si c'est fait pour toi, parce que c'est pas parce que c'est un des meilleurs studios que c'est fait pour toi. Il y a des gens, je connais des gens qui étaient à Buck, juste ça leur a pas plu, ça leur convenait pas l'environnement, etc. Quand tu as une opportunité comme ça et que ça te correspond, il faut foncer, tu vois. Je pense que j'aurais regretté si j'avais dit non ou quoi. Et là, ça fait 6 mois que je suis à Madrid et 8 mois que je suis à notre île. J'apprends, mais tellement, c'est hallucinant parce que, en fait, je suis vraiment la seule junior dans la boîte. Tous mes collègues, c'est que des seniors et tout. Et alors, des fois, c'est un peu compliqué d'être la seule junior parmi tous ces monstres du design et de l'animation, mais j'apprends tellement, quoi. C'est vraiment, puis là, tu sens que c'est vraiment le top niveau, quoi. Là où je bossais, les autres entreprises où j'ai bossé, c'était très bien aussi, tu vois. Mais là, tu passes vraiment un step au-dessus où tu as le temps de bosser sur tes animes et tout. Si c'est pas parfait, ça sort pas, tu vois. Vraiment, tout doit être parfait. L'attention au détail est hyper élevée, etc. Ouais. Et en fait, ça te pousse vraiment à chaque projet à aller plus loin et tout. Mais on te pousse pas en mode allez. On grandit tous ensemble et tout. Ouais. Et vraiment, moi, je vois bien que là, j'ai progressé en motion vraiment beaucoup. Et un autre truc, j'ai progressé, de l'organisation, là. J'étais déjà assez bonne, tu vois, pour gérer mon fichier, etc. Mais même là, tu as une structure hyper particulière, hyper cadrée. Le Figma où on gère les projets, tout, c'est hyper cadré. Et en fait, c'est un truc où, comme tu n'apprends pas beaucoup ça à l'école, et que moi, dans les boîtes où j'étais avant, il y a plein de moments où j'étais soit la seule motion, soit on était un tout petit pôle. Je comprends, ouais. Et en fait, un peu chacun fait son organisation et tout. Là, c'est hyper carré. Et je trouve que quand tu es freelance, c'est aussi un truc où tu es obligé d'être organisé pour tes trucs perso, mais aussi quand tu travailles avec des clients, parce que si tu bosses avec un studio et que tu leur rends des fichiers qui sont horribles, mais ils vont pas te rappeler. Et donc là, j'apprends vraiment beaucoup là-dessus et tout. Genre,
Par exemple, sur CKD, on anime tout avec des nuls. Nous, on n'anime pas les objets eux-mêmes, on les met dans un nul pour la rotation, un nul pour la position, etc. Ok. Et ça, c'est des trucs, j'avais jamais vu ça dans aucun tuto, tu vois. Ouais. Et t'apprends vraiment beaucoup. Et puis, aller à notre île, c'était aussi déménager à l'étranger, revivre une expérience à l'étranger, améliorer mon espagnol que j'avais clairement perdu Ouais. en habitant, enfin, ne parlant plus du tout espagnol. Mais voilà, il y a des désavantages comme pour tout, mais il y a quand même de gros points positifs, quoi. Et comme tu disais au début, tu avais envie de bouger, de voyager, de voir d'autres choses, machin. Et si tu peux mettre les deux en même temps, c'est encore mieux, quoi. Ouais. Bah, là, je suis entre guillemets un peu bloquée à Madrid. Hein, c'est que en Espagne, on travaille 40 heures par semaine. Donc, Ouais. du lundi au vendredi, je suis au travail. Hein. C'est vrai que la transition entre année sabbatique et CDI, c'est pas hyper facile quand même parce que je suis passée de liberté totale à pas plus de liberté, mais avoir Tu quand dois même te lever à 7h du mat maintenant. Et voilà. Alors, ouais, mais moi, je suis matinale, donc je me levais déjà à 7h du matin avant. Ah, de nous, les gens matinaux, comme ça. Moi, je suis pas du soir. Moi, à 23h, ça sert à rien de me parler, je dors. Mais c'est vrai que ça, t'as forcément moins de temps libre, moins de temps pour les projets perso. Et c'est vrai que là, je suis toujours dans une période où j'essaye de trouver un peu une balance entre mes projets perso et le travail et tout. C'est pas toujours hyper évident quand tu es passé de t'organiser comme tu veux, etc., à un truc beaucoup plus cadré. Mais ça n'empêche pas de pouvoir toujours s'épanouir à côté. C'est juste un autre rythme à prendre. C'est une nouvelle balance et une autre partie de ma vie. Ok, trop bien. Et du coup, travailler à l'étranger, est-ce que t'as eu l'habitude, en tout cas avec tes stages, tout ça? Est-ce que là, ça change encore un petit peu? Tu m'as dit que tu avais 3 façons de parler en espagnol, du coup, c'était un peu compliqué. Ouais, Mais je pense que chaque expérience à l'étranger est différente pour tout le monde et même en fonction des pays, des boîtes, etc. Moi, c'est très différent de ce que j'ai vécu à Barcelone ou à Amsterdam. À Amsterdam, par exemple, en fait, personne n'était néerlandais dans ma boîte. On était tous étrangers. Mes patrons, ils étaient suédois, dont un à moitié canadien et tout. Donc, c'était une autre manière de travailler et tout. Ici, c'est aussi très différent parce qu'en fait, notre île, à la base, c'est pas une entreprise espagnole, c'est une entreprise argentine. Mes patrons sont argentins. Ils ont déménagé à Madrid il y a plusieurs années, etc. Et en fait, il y a toujours une partie de l'équipe qui est là-bas. Il y a une partie à Madrid et j'ai 2-3 collègues un peu partout en Europe. Mais la plupart des gens ici sont argentins. Donc, en fait, je vis un peu dans plusieurs cultures. C'est que j'habite en Espagne. Donc, forcément, quand je suis dans la rue et tout, j'ai la culture espagnole. Je découvre plein de choses. Et au travail, en fait, je suis là, dans l'équipe à Madrid, tout le monde est argentin, sauf 2 personnes, mon collègue espagnol et moi qui suis française. D'accord. Et du coup, en fait, c'est pas que je vis comme si j'étais en Argentine, mais je découvre des trucs sur l'Argentine que c'est pas un pays que je connais très bien. À part à Barcelone, j'avais rencontré des Argentins, sinon j'en connaissais pas et tout. Donc j'apprends plein de choses sur la culture, sur la langue, qui est l'argentin, c'est vraiment comme du québécois. C'est très différent de l'espagnol. C'est pas si facile que ça à apprendre et tout, mais ouais, c'est une expérience très différente, c'est d'autres manières de travailler, d'autres manières de penser, et ça t'oblige aussi à être très flexible parce que, en fait, des fois, toi, tu vas penser d'une autre manière, mais tes collègues, ils vont penser d'une autre manière parce que vous n'avez pas la même culture et tout. Puis, il y a aussi dans tous les cas, il y a quand même une barrière de la langue, c'est que moi, je parle très mal espagnol pour le moment. On se parle en anglais, mais l'anglais, c'est pas ma langue maternelle, c'est pas la langue maternelle, donc des fois, il y a des dessins, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Des potes essayent d'expliquer un truc et on se voit entre nous qu'on est là. J'ai rien compris à ce que tu as raconté. Mais non, je pense que si quelqu'un a l'opportunité, il faut aussi se la créer, cette opportunité. Ça va pas juste tomber comme ça du ciel. D'aller à l'étranger, que ça soit pour un stage, un boulot, etc. Franchement, il faut foncer et soit ça nous plaît énormément, etc. Soit, en fait, ça nous plaît pas. Et moi, pour me déstresser, je m'étais dit, si ça me plaît pas, au final, si, je sais pas, dans 3 mois, je me rends compte que notre île, c'est pas fait pour moi ou que j'aime pas habiter à Madrid, et je rentre.
J'ai pas fait un énorme changement de vie non plus. Je suis pas allée habiter en Australie. Moi, je viens de Toulouse. C'est littéralement à 700 km de Madrid. C'est 45 minutes, 1 heure d'avion. Enfin, c'est à côté, quoi. Donc, c'est pas la... Alors, le train, c'est pas si loin non plus. Alors, en train, C'est moins accessible, peut-être. j'ai déménagé en train. Alors, moi, je suis une très, très grande fan de train. J'adore le train. J'ai pris le train dans plein de pays dans le monde. J'ai fait des voyages en train en Europe. La Interrail, ma passion, j'adore ça. Vraiment, ma vie, c'est de la création et du voyage. C'est vraiment ça. Et pour déménager, en fait, j'ai fait Toulouse-Narbonne, Narbonne-Madrid. Parce qu'en fait, tu as un train qui relie Madrid à la France. Et ça m'a pris 7 heures. Voilà. Ok. Donc, je peux pas faire ça quand je rentre le week-end parce que j'adore le train. C'est vrai que c'est compliqué parfois pour rejoindre certaines capitales, ouais. Ah ouais, surtout en fait, conscient. Toulouse, c'est pas. Nous, on est la capitale de l'aéronautique, quoi. On n'est pas la capitale du train. Mais quand j'habitais à Paris, je prenais jamais l'avion. Par contre, je prenais toujours le train, même si c'est compliqué avec la SNCF. Le train, c'est la vie. C'est moins polluant que l'avion. Et franchement, si je pouvais, tu vois là, par exemple, si j'habitais à Barcelone, je pourrais rentrer en train plutôt qu'en avion. Là, Ouais, c'est beaucoup plus simple. c'est le choix que tu fais aussi quand tu déménages à l'étranger. À l'étranger, ouais, c'est clair. C'est une option. Enfin, c'est un truc à avoir en tête, quoi. Ouais. Ok, je pense qu'on arrive un peu tout doucement à la fin du podcast là. On a appris plein de choses sur toi. Est-ce que tu as des références en tête de trucs que tu as vus récemment et que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent? Moi, j'ai des références. Je suis Miss Référence. Je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, sûrement un peu trop. Et j'ai une très bonne mémoire, mais ça m'a toujours beaucoup aidé dans la vie. Si je pense que j'ai 2-3 personnes dont j'aimerais bien partager le travail parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ouais. Je sais pas, je vais faire un peu de tout. Vas-y. En motion, on va prendre un studio et une personne. Il y a un studio que j'adore, c'est Rocket Panda. Tu as déjà reçu toi chez Filippo. C'est ça. Je dis pas ça juste parce que c'est mes amis. C'est des gens que j'ai rencontrés il y a des années à Off, à Barcelone. Et c'est des gens que j'adore. Vraiment, et j'adore ce qu'ils font, etc. Ils mélangent 2D et 3D. Et je trouve qu'ils font ça très bien. Et moi, j'aimerais bien arriver là aussi un jour à mélanger un peu plus la 2D et la 3D. Vraiment, je trouve ça très, très cool. Et une deuxième personne en motion, il s'appelle Gauthier, j'en ai déjà un peu parlé avant, Gauthier Cyr, et il va me tuer quand je vais dire ça, mais sur Instagram, son nom, c'est El Gogo Killer. Voilà. Désolé, Gogo, mais tu n'as toujours pas changé ton pseudo, donc ça restera comme ça. Et c'est mon ancien collègue d'Amsterdam, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que personne, mais en tant qu'artiste et designer, je trouve que c'est quelqu'un d'incroyable. Moi, quand je l'ai rencontré, il faisait un peu de 3D, mais pas tant que ça. Et aujourd'hui, il a vraiment step up comme pas possible. Il faut beaucoup de 3D et notamment de character animation, personnel et animation de personnages. C'est ça, exactement. Et franchement, il est hyper doué et tout. Et là, il s'est mis en freelance il n'y a pas longtemps et tout. Donc, je lui souhaite que du bonheur. Et après, j'ai quelques références plus mapping. En mapping, il y a un projet que j'adore qui s'appelle le Monumental Tour. C'est un DJ qui s'appelle Michael. J'ai un peu oublié son nom de famille, c'est surtout pas très envie de mal le prononcer. C'est un mec qui s'est allié avec un studio de mapping et en fait, il fait des shows monumentaux dans des lieux historiques et emblématiques en France. Et en fait, notamment quand il y a eu la réouverture de Notre-Dame de Paris, donc il y a eu tout un show, etc. Et donc lui, il est venu mixer, il a fait un concert et en même temps derrière, il y avait un spectacle, comment on appelle ça, de son et lumière, donc une projection sur Notre-Dame de Paris plus un show de lumière et tout. Et franchement, j'adore ce qu'il fait et je trouve ça génial de mettre en valeur des monuments qui sont vraiment emblématiques en France. Ça peut être l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le château de Chambord et tout, c'est magnifique. Avec de la musique électronique, je trouve ça génial. Il y a en mapping, j'ai plein de références. Il y a un studio indonésien que j'adore qui s'appelle The Folks. C'est vraiment très difficile à dire, mais j'adore ce qu'ils font parce que ils ont un style hyper coloré qui change de ce qu'on voit en mapping. Et en France, on a énormément de trucs en mapping et tout. On a des festivals et tout, des artistes hyper doués, dont un mec qui s'appelle Yann. J'espère que je vais bien dire son nom de famille.
Nguema, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un mec qui vit à La Rochelle. Il fait tout lui-même. Il a créé son propre logiciel. Il n'utilise pas After. Il fait tout lui-même. Il code des trucs et tout. Il fait les installations, etc. Et donc, lui, c'est pareil. Il fait des projections sur des bâtiments et tout. Il fait des spectacles qui sont magnifiques. Il a vraiment son propre style et tout. Et j'ai jamais... Ah si, j'ai vu un de ses projets à San Francisco. Je trouvais ça trop beau. Et j'espère que je pourrai en voir d'autres. C'est le problème du mapping, c'est que si tu n'es pas sur place, tu le vois pas. Sinon, il faut avoir des vidéos à côté du mapping. Mais bon, c'est pas du tout la même chose après. Ouais, c'est pas le mapping, ça se vit. C'est très bien, tu vois, d'avoir des trucs, de le voir en vrai, etc. Moi, j'adore. Ouais. Mais voilà. Et après, en artiste, plus artiste graphique, etc. Pas forcément animation. Alors moi, je suis très fan de Keith Haring. Genre, c'est un truc qu'on a en commun avec Oli. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Mais surtout pour sa philosophie, tu sais, de rendre l'art accessible et tout. C'est des trucs qui sont dans la rue pour tout le monde. Là, pour le coup, c'est vraiment très enfantin. Mais c'est vraiment ce truc de dire, l'art n'a pas besoin d'être aussi élitiste. T'as pas besoin d'aller dans le musée. Pour découvrir l'art, etc. Là, c'est gratuit, c'est accessible à tout. T'as pas forcément besoin de quelque chose pour t'expliquer qu'est-ce que c'est, etc. C'est ça aussi que j'adore avec les fresques dans la rue, c'est que c'est accessible à tout le monde, c'est génial. Et sinon, il y a un artiste toulousain que j'aime beaucoup, qui était aussi à l'Expo d'Oli, qui s'appelle Suprao. J'espère que je le prononce bien. C'est un mec qui habite à Toulouse, c'est un artiste complet. En fait, il a une marque de vêtements, mais à côté, il a aussi son propre univers graphique où il fait de la peinture, il fait des meubles, des vêtements, des objets, mais dans son propre univers, en fait, il a vraiment développé tout un truc avec son petit personnage qui s'appelle Wilfried. Et vraiment, je trouve ça assez fou de, tu sais, ces gens qui trouvent leur style, mais qui arrivent à le développer sur un panel, et ne pas s'enfermer là-dedans, parce que je pense que c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens de dire j'ai trouvé mon style, je vais rester bloqué là-dedans. Et moi, je pense pas, ça évolue avec le temps et tout. Par exemple, Suprao, là, il avait Wilfried, son petit personnage, et là, en fait, il a fait une petite famille. Du coup, il va pouvoir utiliser ses autres personnages, etc. Et moi, j'adore voir des gens comme ça qui développent leur truc sur plusieurs supports. Et moi, c'est ce que je fais. Je fais du motion, je fais du mapping, je fais des fresques et tout. Tout se relie un peu, mais tout est différent aussi, tu vois. C'est quand même un peu avec Kikisama. C'est ça, je sais pas si tu vois Kikisama, mais en fait, il a un petit personnage, c'était Miniville au début, et puis après, il a développé un truc. Ça me parle pas du tout? Si, le nom me parle, mais j'ai pas de visuel en tête. Je te l'enverrai. Ouais, je suis sûre que je connais, mais c'est marrant, comme ça. Ils sont développés de fou, machin. Ils ont même fait un truc en animation, c'est dingue. Ils étaient 3 dessus, machin. C'était génial. Top. Moi, j'adore les gens comme ça, et je pense que c'est un peu mon objectif aussi, tu sais, dans le temps d'arriver à développer un univers que tu peux étendre. Je suis plein d'artistes comme ça. Il y a une artiste française qui s'appelle, j'espère que je prononce bien. Je suis très nulle pour prononcer les trucs. C'est Dalcafine. Elle a bossé pour Big Flo et Oli aussi, tu vois, comme quoi ils sont partout. Et elle, c'est pareil, elle a son propre univers, mais elle fait plein de trucs. C'est pareil, elle fait des fresques, elle fait du motion, de l'illustration, du mapping et tout. Et il y en a partout, tu vois. Et elle développe vraiment son univers. Maison Tangible aussi, Aurélien, il fait beaucoup ça. Et moi, je trouve ça génial de se dire, t'as un peu ton style, mais tu pousses les frontières de plus en plus, voir où est-ce que tu peux aller et tout, et de pas te dire, en fait, je suis animateur, donc je ferai juste de l'animation. Bah non, en fait, si tu as envie de faire autre chose. Et un truc hyper important pour moi, c'est de pas tout monétiser, tu vois. C'est que, je fais plein de trucs. Il y a des petits plaisirs. Mais il y a des trucs, tu vois, je fais de la céramique aussi à côté. Allez, encore un truc de plus. Mais ça, je le monétise pas, tu vois, et j'ai pas forcément envie. Là, les trucs quand je peins sur des skates et tout, j'aimerais bien en faire plus. En fait, un de mes rêves, c'est de faire une collab avec soit une marque de skate, soit de surf dans l'eau, soit de snow ou de ski, parce que c'est des trucs que j'adore. Et vraiment, j'en rêve, tu vois. Mais ça, tu vois, mon skate, quand j'ai peint, je l'ai juste fait pour moi, etc. Et je pense que c'est important, des fois, de faire des projets perso juste pour soi, qui soient pas monétisés, que tu dises pas, je le fais parce que peut-être ça me rapportera un client derrière. Et aussi, des fois, de le garder pour soi. Moi, des fois, j'ai plein de carnets où je gribouille et tout, c'est pas forcément beau. Des fois, c'est beau. Mais en fait, je le montre pas sur Insta, même pas en story, juste je le garde pour moi. Parce que je pense que c'est important de pas
quand tu es artiste, designer, ce que tu veux, que tu es créatif et que c'est ton métier, tu peux très vite te brûler les ailes à vouloir tout monétiser et tout. Oui, ouais. Et pour ça, j'ai une très bonne référence. C'est une fille qui s'appelle Louisa sur Instagram et sur YouTube. Elle s'appelle Ectomorph. Elle a une chaîne YouTube et elle en parle beaucoup parce que elle, à la base, elle était illustratrice. Elle l'est toujours, mais elle fait beaucoup plus de création de contenu aujourd'hui. Et c'est un peu ça, c'est qu'elle a eu ce truc de c'est dur de monétiser sa passion et tout. Et elle a fait plein de vidéos à ce sujet. Donc, je conseille aux gens d'aller regarder ça. Ok, parfait, c'est noté. On mettra tous les petits liens, tous les petits refs en description, du coup. Ouais. Et merci pour tout ça. On a juste une dernière question. Vas-y. Parce que pourquoi je dis je suis tout seul. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans un prochain Motion Meet, tout simplement? Alors, j'ai 3 personnes parce que 3 personnes, pourquoi choisir? Je sais pas, tu as pas prévu d'arrêter demain, donc on peut en faire plein. On sait pas. Ah non, j'espère pas. Tu es dans mon top 3 de podcasts à écouter chaque Ah année. putain, Donc, oui, c'est vrai, tu m'as envoyé ça, merci beaucoup. et ouais, donc si tu veux plus de podcasts, qu'est-ce que j'écoute, moi? Il y a 3 personnes. Il y a une première personne qui s'appelle Grégory Lacour. C'est un des cofondateurs d'un studio de mapping qui s'appelle Cutback. Qui est à Paris et j'allais dire à Toulouse, pas du tout, et à Bordeaux. Et eux, ils font surtout des visuels de concerts. Genre, je crois qu'ils ont fait Booba, Gims, Julien Doré, etc. Enfin, c'est trop cool ce qu'ils font. Et on n'entend pas beaucoup parler des gens qui font ces visuels et tout, donc je serais très contente d'en apprendre plus. La deuxième personne, c'est Yann Nguema, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je t'enverrai tous les liens parce que vraiment, j'adore le travail de ce mec et je suis très curieuse d'en apprendre plus. Et la troisième personne, c'est quelqu'un que je connais et dont j'adore le travail, qui s'appelle Romain. Et son nom sur Instagram, c'est Blanc Sable. Il fait de la 3D et j'adore ce qu'il fait. Et je pense que ça serait quelqu'un de très intéressant à écouter. Et voilà. Eh ben, écoute, c'est noté. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour tout ce que tu nous as raconté, tout ce que tu nous as appris aussi. C'était très chouette de t'entendre et d'avoir ta bonne humeur sur ta passion là-dessus. C'est cool. Merci à toi. De m'avoir invité, de faire ce podcast depuis autant d'années parce que je suis sûre que ça prend énormément de temps. Mais moi, j'adore. J'écoute ça, franchement, j'écoute ça partout, dans le métro, quand je conduis, quand je suis au travail et tout, j'adore. Moi, j'adore écouter les gens parler et tout, et raconter leur vie, leur passion et tout, et d'avoir des gens comme toi, tu vois, qui prennent le temps d'interviewer, etc. Je trouve ça génial. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça va continuer. De toute façon, là, il y en a quelques-uns qui sont enregistrés et qui n'attendent que d'être montés actuellement. Donc, c'est plus ça. Mais oui, c'est comme tu disais, c'est trouver un peu le temps parfois. Donc, j'ai profité des petites vacances de Noël, mettre première, et puis après, ça part, quoi. Et il y en aura pour la rentrée. Pour janvier, quoi. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis, merci encore. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. J'ai juste un petit truc à rajouter. Rajoute. S'il y a des gens qui ont des questions ou je sais pas quoi, qui veulent discuter ou quoi, envoyez-moi un message sur Instagram. J'adore discuter et tout. Vous allez pas me déranger et tout. Et franchement, si j'ai un conseil à donner, soyez curieux, osez, envoyez des messages. Non, vous allez pas être, comment ils disent là, la nouvelle génération Grinch ou je sais pas quoi là. Juste envoyer des messages parce que tu sais pas où ça peut te mener derrière. Moi, j'ai rencontré un mec, je lui ai envoyé un message et à la fin, j'ai réussi à travailler avec mon artiste préféré. Donc, il faut oser et envoyez-moi des messages. J'aime bien discuter avec les gens. C'est noté. Voilà. Je pense que les auditeurs le noteront et t'enverront un message. T'es harcelé, tu sais pourquoi maintenant. Voilà. Merci. Et puis à la prochaine. Merci à toi et à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager. Si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram, LinkedIn ou encore Thread. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et à la prochaine.